Salut tout le monde, Fred Savard avec vous pour ce 19e épisode de la saison 3 de la balado de Fred Savard. Je vais faire une intro très courte cette semaine. Ouais, j'ai tenté d'être un peu plus serein en écoutant notre trio pandémique cette semaine et oui, j'essaie d'y aller d'un certain détachement. Ça va beaucoup mieux dans ce temps-là. Pour mon moral. Évidemment, je regarde les points de presse, mais je n'ai pas envie de nécessairement les commenter à chaque semaine. De toute façon, on a un épisode assez touffu, assez chargé cette semaine. Entre autres, ça je suis bien content, on va parler à Alain Saunier. Alain Saunier, qui est l'ancien patron, l'ancien directeur du service d'information de Radio-Canada dans les années 90 et les années 2000, entre autres, ancien président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, qui va venir nous partager ses réflexions sur l'avenir de Radio-Canada. Vous savez, la semaine dernière, en fait, c'était du 18 au 28 janvier, se sont tenues les audiences publiques sur le renouvellement des licences de Radio-Canada organisées par le CRTC, et Alain Saunier, qui connaît évidemment bien Radio-Canada, va venir nous partager ses réflexions vraiment intéressantes sur l'avenir du diffuseur public. On va retrouver également Hélène Faradji avec toujours le même plaisir, qui va nous faire découvrir Ténèbres, un grand roman que vous avez peut-être entendu parler, et elle va nous parler aussi d'une polémique qui secoue la France présentement. Donc, c'est ce qui nous attend avec Hélène. On va également retrouver à Gatineau notre antenne, Jérémy Valentin, professeur de sciences politiques au cégep de Gatineau. Particulièrement en forme cette semaine, Jérémy Valentin, vous allez voir, vraiment intéressant. En fait, une réflexion sur l'annonce du maire Maxime Pedneau-Jobin qui ne renouvellera pas son implication politique à la mairie de Gatineau. Cela dit, il y a des projets qui s'en viennent. Vous allez entendre tout ça avec Jérémy. Et on va parler cette semaine avec l'essayiste Olivier Ducharme sur le livre Ville contre automobile. Proposition, oui, radicale, mais en même temps sensée. Et c'est l'avantage et la beauté de lire des essais comme ça. C'est qu'à prime abord, on a l'impression que c'est quelque chose d'un petit peu utopique, et on se rend compte que pas tant quand on y pense, quand on s'y arrête. Donc, on va parler avec l'auteur Olivier Ducharme. Je vous dis tout de suite, la semaine prochaine, on retrouvera Godefroy Larando, qui nous prépare une longue chronique. J'ai bien hâte de l'entendre sur nos comportements collectifs en temps de pandémie. Je sais que God va même s'entretenir avec des spécialistes sur le sujet. On va avoir probablement des extraits de ça. Je dis probablement parce qu'au moment où on se parle, où je vous parle, il enregistre. Je ne vais pas y mettre de pression. Mais ouais, on va avoir une longue et belle discussion avec Godefroy là-dessus la semaine prochaine. Je vous le dis tout de suite. En fait, je suis en train de préparer la programmation, une partie de la programmation du mois de mars. Je suis là-dedans présentement, et une partie du mois de février. On va enregistrer des épisodes parce que, je vous l'ai peut-être dit rapidement, je ne me rappelle plus, j'attends la venue d'un enfant. Oui, c'est prévu pour mars, autour du 10. On ne connaît toujours pas le sexe, on ne l'a pas demandé. En fait, on se garde la surprise. En fait, on va même aller plus loin que ça. On va lui laisser choisir son sexe. Question d'être bien de notre époque, dans l'ère du temps. Mais tout ça pour dire qu'évidemment, ça va être difficile pour moi d'offrir des épisodes réguliers, entre guillemets. Mais cela dit, la balado ne prendra pas de pause. Parce c'est ça, je prépare des épisodes qui, je pense, vont vous plaire. Entre autres, je rebondis un peu sur la proposition d'Étienne Beaulieu, qui est venu la semaine dernière nous parler du rapport entre le roman et l'essai, entre autres l'essai littéraire et cette grande tradition qu'on a au Québec. Et au moment où il me parlait de ça, j'ai eu le plaisir de recevoir le dernier essai de Robert Lalonde. Et je sais qu'Étienne Beaulieu en avait parlé. Alors, ça m'a donné l'idée de vous proposer un long entretien avec Robert Lalonde, qu'on va enregistrer au mois de février. Robert Lalonde, évidemment, on le connaît comme comédien. On le connaît beaucoup comme romancier. Peut-être moins, en tout cas de mon côté, je connaissais moins la partie essayiste, qui est vraiment fabuleuse. Je suis en train de me plonger là-dedans et j'ai bien hâte de parler à M. Lalonde. Je pense que ça va être vraiment intéressant. On va avoir aussi Mathieu Bellil qui nous prépare une réflexion sur le printemps, un peu sur le même modèle de celle qui nous avait
qui nous avait offert sur la lumière juste avant Noël. Donc, j'ai bien hâte de retrouver Mathieu Bellil. Il y aura d'autres épisodes aussi. On est en train de les préparer. Donc, la balado ne prendra pas de pause au mois de mars, seulement le baladiste. Évidemment, à moins que l'actualité explose totalement, et que les siestes de bébé se passent bien, ben, on pourra aussi peut-être faire un mélange, en fait, entre ces épisodes-là qui sont un peu plus intemporels et se replonger dans l'actualité. C'est la beauté de ce projet-là, c'est que j'ai une grande liberté, donc, on est capable facilement de s'adapter. Et après ça, quand je reviendrai pour les épisodes plus réguliers, je vous proposerai des nouvelles voix. Je travaille là-dessus également pour élargir le spectre des collaborateurs et des collaboratrices de la balado. Alors, ouais, puis peut-être même on va sortir du Québec, je l'espère encore, de façon peut-être... je dirais pas plus soutenue, mais différente. Mais bon, tout ça est en train de se faire, de se travailler. Donc, voilà. Il y aura une sortie aussi, si tout va bien. J'ai hâte de voir. Mais bon, la pandémie va nous obliger à s'adapter. Mais il y a une sortie à Québec qui est prévue aussi à la fin du mois de mars. On verra si tout ça se tient. Et il y a les brouillons de culture aussi qui seront bonifiés parce que oui, il y aura un nouvel être humain dans la maison, mais je continuerai aussi à enregistrer des épisodes de brouillons de culture, entre autres sur la musique ambiante. Je vous en avais parlé, puis j'ai eu d'autres suggestions aussi qui pourraient être vraiment intéressantes. Donc voilà, tout ça se poursuit, mais j'ai bien hâte. Je pense que ça va faire du bien d'avoir ce bébé qui va me replonger dans un monde que j'ai bien connu il y a 16 ans. Et voilà. Il y a des gens qui me trouvent bien courageux. J'ai des amis qui m'écrivent « Hey, t'es courageux de te replonger là-dedans, mais j'ai très très hâte. » Ça garde jeune, hein? C'est ça le point. Alors voilà. Donc, sans plus attendre, on va aller rejoindre Hélène Faradji qui nous parle du roman Ténèbres. Alors, on retrouve avec toujours un plaisir renouvelé Hélène Faradji. Salut Hélène! Salut Fred, comment ça va? Ça va bien. Bon. Il fait très beau aujourd'hui. D'ailleurs, j'avertis les gens, on déneige ma rue présentement. Ah, alors, je suis sûr qu'ils seront... ils vont être contents de le savoir. Pas sûr que les cols bleus nous écoutent. En même temps, je dis ça, c'est pas vrai. Il doit y avoir des cols bleus qui nous écoutent, mais ça se peut que vous entendiez des bruits, c'est ça, de gratte voilà. et de sacs à poubelle qui explosent et de trucs comme ça. Voilà. Alors, c'est Montréal l'hiver. Ah, c'est Montréal l'hiver. Voilà, on a un bel hiver, on se plaindra pas. Oui, tout à fait. Mais on ne parle pas de météo à la balado. Alors, qu'est-ce qui vous a occupé l'esprit cette semaine, Hélène? Ben justement, j'occupe mon hiver en lisant. Je lis beaucoup ces temps-ci et je voulais vous parler un peu de ma lecture du moment parce que ça fait longtemps que j'avais pas été secouée comme ça par un roman. Oh. Je suis un peu en retard parce que ce roman-là, il a été publié en janvier 2020. Oui. Mais en même temps, la culture, c'est ce qui fait sa beauté. Elle existe aussi hors de l'actualité. Oui, puis Hélène, vous le savez, même à la balado, souvent, moi, j'invite des gens, des essayistes, entre autres, qui ont fait paraître des livres il y a plus qu'un an. C'est arrivé quelques fois. Oui. Et on a ce luxe-là. On n'est pas esclave de la nouveauté. Non, puis là, tout ce qui est beau peut exister hors de l'instantanéité. C'est ce qui fait d'ailleurs que c'est très beau. Oui. Et ce roman en question, il s'appelle Ténèbres. Oui. C'est le premier roman d'un Français qui est établi à Chicoutimi depuis plusieurs années. Il s'appelle Paul Kavtchak. Oui. Et depuis sa parution, c'est une trajectoire pleine d'étoiles, de prix. D'ailleurs, hier, mercredi, on apprenait qu'il était finaliste au prix des libraires 2021. Oh. Mais j'ai envie de vous parler de ce livre-là, pas parce qu'il a gagné plein de prix, mais parce que c'est un roman exceptionnel. Et même, je vais être plus précise, c'est un roman d'une brutalité et d'une puissance exceptionnelle qui, en plus, réussit à coïncider presque exactement avec l'espèce de décadence civilisationnelle qu'on vit en ce moment et qui, comme tant d'autres choses, s'est accélérée avec la Covid. Tout à fait. Ténèbres. Je vais laisser Paul Kavtchak vous dire lui-même de quoi ça parle, ce roman. Alors donc Ténèbres, ça raconte l'histoire de un jeune géomètre au 19e siècle, un géomètre belge qui est envoyé pour délimiter la frontière nord d'un territoire récemment acquis par le roi du Congo, Léopold II, qui est l'État indépendant du Congo. OK.
Ouais, c'est Intéressant. sommaire, mais ça plante le décor. Oui. Hein. Et évidemment, Paul Kaptchak, il va pas vous dire lui-même que cette histoire, elle est aussi pleine de fureur, de rage, de colère, d'érotisme, de divination, d'aventures poisseuses, qu'on y croise un bourreau tatoueur chinois autant que Verlaine et Baudelaire. Il va pas vous dire non plus qu'il écrit magnifiquement, qu'il a des phrases et des images absolument hallucinantes. J'en ai noté une comme ça. Pour décrire la colonisation, il dit: un matin de septembre 1890, l'expédition Claes, qui est le nom du héros, quitta Léopoldville avec la mission d'inciser un continent. Oh. Inciser un continent. Ouais. Mon Dieu que c'est bien dit, précis, net, droit. Oui. En fait, c'est le genre de livre que j'ai lu en ayant envie de souligner toutes les phrases, comme quand on est à l'école. Ouais. Parce qu'elles sont brutales, elles sont belles. C'est une écriture qui est à la fois jouissive et terrifiante. Mais au-delà même du choc littéraire, pour moi, la culture, elle est intéressante que si nous, spectateurs ou lecteurs, on remplit notre mission. C'est-à-dire qu'on essaye de comprendre ce qu'un film ou une œuvre peut avoir à dire sur le monde dans lequel on vit. Même quand cette œuvre-là, elle se situe en plein 19e siècle. Ouais. Et Ténèbres, ça a résonné très, très fort. Ça m'a rappelé ce qu'avait fait avant lui Conrad ou Coppola avec Art of Darkness ou Apocalypse Now. Ouais. Ça m'a rappelé d'abord que la violence des hommes, elle est jamais loin de la folie. Hein, on est toujours dans les mêmes eaux. Je fais un petit coucou au monsieur Bison du Capitole d'ailleurs. Oui. Bonjour monsieur. Ça m'a rappelé aussi que les racines colonisatrices du racisme, elles poussent toujours, même si elles sont peut-être devenues un petit peu plus polissées que celles qui menaient à l'époque au meurtre ou au lynchage, ouais. Mais elles existent toujours de la même façon. Mais surtout, ça a résonné parce que cette descente aux enfers qui est décrite par Ténèbres, une plongée dans le stupre, la luxure, l'abomination, c'est aussi ce qui arrive aux hommes encore aujourd'hui quand ils se persuadent qu'ils sont protégés par le vernis de la civilisation et qu'ils ne voient plus la gangrène qui les menace. Ouais. Et en février 2021, j'ai l'impression que Paul Kaptchak, ce qu'il nous raconte, c'est notre monde. En fait, non, c'est un avertissement pour notre monde. C'est comme s'il nous disait, attention, c'est pas parce que ça se passe moins à ciel ouvert qu'au temps de la colonisation, que c'est moins visible, qu'on s'aménage des petites bulles d'amour, de bienveillance. C'est pas parce que tout ça que la putréfaction, elle guette pas. Et au fond, j'ai l'impression que c'est du même monde dont il nous parle, celui du 19e, celui d'aujourd'hui, c'est-à-dire un monde qui est rongé par la cupidité, le besoin de possession, au détriment de tout ce qui est décence, dignité, beauté. Il y a juste à voir cette histoire terrible d'AstraZeneca qui a livré moins de vaccins que prévu à l'Union européenne pour privilégier la Grande-Bretagne, tout ça pour une histoire de gros sous, encore une fois, alors que naïvement, moi je m'étais mise à rêver que cette pandémie, puis cette arrivée du vaccin, dans un modèle civilisationnel qui aurait été sain, ça aurait été l'occasion de placer immédiatement ce vaccin sous la protection d'un brevet universel. Ouais. Pour que tout le monde puisse y avoir droit de la même façon, sans qu'on ait besoin de passer par une espèce de course aux enchères auprès des laboratoires. Mais bon, ça c'est ma naïveté à moi, puis c'est une autre histoire. C'est une bonne naïveté, Hélène. Ouais. On peut l'avoir. Je pense que ça aurait été de circonstances. Oui. Disons, l'occasion a été ratée, à mon sens, de prouver qu'on était peut-être plus que un agrégat de petites sociétés capitalistes. Oui, sauf qu'en même temps, et là j'ouvre une parenthèse, là, mais tu sais, on parle souvent de diversité, l'importance de la diversité. Ça, je trouve que c'en a un bon exemple parce que, dans le fond, de ne pas contester le fait que ce brevet-là aurait dû être libre de droit, c'est que les politiciens n'ont pas, je pense pas, ont mis beaucoup de pression parce que ces politiciens-là viennent des mêmes classes sociales que les gens qui dirigent les entreprises pharmaceutiques. Là, je sais que pour des gens, ça va paraître simpliste comme raisonnement, mais moi, j'en suis persuadé c'est pas... En fait, c'est simpliste, oui, parce que c'est ça qui se passe, mais c'est que ces gens-là sont allés dans les mêmes écoles, ont les mêmes visions de l'économie, et pour eux, pour les politiciens, c'est tout à fait normal que, dans le fond, il y ait une course au profit et que c'est ça qui fait avancer la recherche, entre autres. Mais aujourd'hui, et le Canada, dans le fond, on avait commandé 44 millions quand même, hein? Beaucoup plus que sa population. Donc, voulait aussi, d'une certaine façon, embarquer dans cette danse
commercial. Eux disent que c'est pour de l'humanitaire. On aurait distribué l'excédent à des pays, mais bon, Ouais. on sait bien Ça aurait été à voir. Ben Ça. voilà. Alors, fin de la parenthèse. Enfin, ouais, en tout cas, je trouve qu'il y a quelque chose dans Ténèbres qui nous parle exactement de ça, exactement d'aujourd'hui. Cette putréfaction dont il parle, ce roman, la gangrène structurelle sociopolitique, elle m'a aussi fait penser à ce qui est en train d'exploser en France suite à la parution d'un autre livre. Oui. Un livre qui est paru au Seuil, qui s'appelle La Familia Grande. On l'annonce pour février 2021 au Québec. J'ai pas de date précise encore. Et ça a révélé ce qu'on appelle déjà l'affaire Duhamel, qui n'est que la pointe de l'iceberg. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Cette histoire, c'est encore et toujours celle d'un homme d'un certain âge, puissant, respecté, craint. Enfin, j'imagine, pour que ça ait pu continuer comme ça, un homme qui a l'habitude de posséder et qui, derrière les rideaux de velours de ses appartements bourgeois, faisait le pire. Et ce pire, on l'a appris grâce à ce livre qui est paru en France début janvier, qui a été écrit par Camille Kouchner, qui est juriste de son État. Et dans ce livre, elle raconte l'horreur. Elle raconte comment elle a vécu auprès de cet homme, Olivier Duhamel, qui est son beau-père. Et son beau-père, elle l'accuse d'avoir abusé de son frère jumeau quand ils étaient adolescents, c'est-à-dire qu'ils avaient 13 ans. C'est sordide. C'est d'une banalité monstrueuse, sauf que Olivier Duhamel, c'est un personnage public. Un personnage hyper établi. C'est un constitutionnaliste, un politologue. Il est prof à Sciences Po. Il a été député européen pour les socialistes entre 97 et 2004. C'est un auteur reconnu et c'est surtout un homme de médias, souvent invité à Europe 1, à LCI, qui sont des chaînes majeures en France. Ouais. Un ami personnel de François Hollande et de Emmanuel Macron. J'ai essayé de trouver un équivalent ici au Québec. Ce serait peut-être un Jean-François Lisée. Okay. En termes de stature puis d'importance médiatico-politique. Ah, toute réserve à les comparer. Oui, non, mais c'est juste pour donner une idée de la stature. Évidemment, Jean-François Lisée n'a rien à voir avec cette histoire. Non. On est clair là-dessus. Oui, c'est ça. Mais donc, Monsieur Duhamel, figure établie qu'on pensait indéboulonnable et qui s'est marié il y a assez longtemps à l'ex-épouse et mère des enfants de l'ancien ministre Bernard Kouchner. Eh, mon Dieu, que c'est un petit milieu, hein? Oh oui. Et donc, ce livre, qui est paru le 7 janvier, La Familia Grande, il est venu faire exploser tout ça parce que Duhamel, évidemment, a été viré des médias qu'il sollicitait. Il a démissionné de quelques postes importants qu'il avait. Ouais. Mais ce qui a surtout choqué, c'est toutes ces années pendant lesquelles tout le monde savait, mais personne n'a rien dit. Parce que Camille Kouchner, qui a écrit le livre, elle a été mise au courant par son frère quasi immédiatement. Elle l'a poussé à se confier à leur mère au début des années 2000, mais il ne s'est rien passé. Pourquoi? Parce que Duhamel, c'est un homme trop puissant, trop protégé, trop en vue. Et puis tant pis pour les souffrances, parce que il fallait que la réputation soit protégée, il fallait que le scandale soit évité. Mais là, le scandale, il a explosé à la face du monde pour cette histoire, celle de Duhamel, mais aussi pour toutes les autres histoires d'inceste. C'est un peu comme si on avait soulevé le couvercle de l'atroce en France, parce que tout s'est mis à être raconté, dit, au mépris des dangers, des hontes, des peurs. Et il y a même un nouveau hashtag qui est apparu. C'est un hashtag qui s'appelle MeTooInceste. Ouais. Alors, on se souvient que la France avait un peu levé le nez sur MeToo. Oui. On avait eu très peu de suite en France sur ce mouvement-là. Là, on est en train de, j'ai envie de dire, rattraper le retard de façon monstrueuse, mais ça existe, ce hashtag-là. Et d'ailleurs, Hélène, j'ouvre une autre parenthèse, mais se peut-il qu'il y a eu un autre mouvement aussi d'énonciation d'hommes abusés par d'autres hommes dans des relations homosexuelles. Et ça aussi, on avait l'impression que ça touchait seulement la relation... en fait, les agressions étaient beaucoup dans des couples hétérosexuels, mais on se rend compte que cet abus de pouvoir-là, il est partout, en fait, dans l'intime, en fait. Exactement. Dès qu'il y a une situation de dominance, en fait, on peut imaginer que le MeToo s'applique, qu'il soit homosexuel, qu'il concerne des enfants, des femmes. Ouais. À partir du moment où il y a effectivement cette situation cette relation dominant-dominé, j'ai l'impression que malheureusement, ça arrive. Donc, MeToo inceste, hashtag MeToo inceste. Je ne vous conseille pas
de faire cette recherche parce que je l'ai fait pour oui. préparer Merci de vous être ce dont sacrifiée, Hélène. Ouais, mais c'est horrible. En fait, c'est insoutenable parce que c'est en quelques lignes et c'est des vies brisées, mais surtout des silences qui durent depuis toujours et un déversement aujourd'hui de tout ce qui pourrit quand collectivement on préfère ignorer. On estime en France que 1 enfant sur 10 a été victime d'inceste. 1 sur 10. Et c'est moins pire qu'au Canada. Pouvez-vous croire? Je suis allée voir sur le site de Statistique Canada. Alors, les dernières statistiques, elles datent de 2009. Ça fait quand même longtemps. Mais on notait que sur 55 000 enfants victimes de voies de fait ou d'une infraction sexuelle, et ça, c'est seulement celles qui ont été déclarées à la police. Alors, il y en a sûrement, malheureusement, plein d'autres. Environ 3 sur 10 ont été faites par un membre de la famille. C'est incroyable. 3 sur 10. C'est... ça me coupe le souffle. Ça a aucun bon sens. Et cette déferlante de l'horreur pure, de l'abjection qu'on a pu voir à la suite de ce hashtag, évidemment, ça a fait réagir le monde politique. Pourquoi heureusement? Parce que il le fallait. La terrible réalité, c'est que ces victimes, comme d'ailleurs les victimes de viol, sont en général très très peu entendues par la justice, soit parce que l'affaire ne va pas jusqu'au procès, soit une histoire de preuves concrètes. D'ailleurs, je sais pas si vous avez entendu parler, mais hier, mercredi, on apprenait que Richard Berry, l'acteur français, était accusé par sa fille d'inceste et immédiatement il s'est défendu en disant non, elle ment, elle raconte n'importe quoi. Donc c'est encore une fois cette idée de comment on prouve ces histoires-là des années après. Et on s'entend ça reste très difficile. Et on s'entend que on s'entend. J'ai l'impression, je suis pas spécialiste, mais que les histoires d'inceste, c'est encore plus trouble que les agressions, le harcèlement avec les vagues qu'on a connues, parce que c'est dans la famille, parce que y a l'amour qui se mélange avec c'est des figures souvent parentales ou très près. Alors il y a beaucoup de silence aussi de l'entourage. Pas tant. Des fois on le sait pas aussi, je pense. Faut faire attention aussi que c'est pas toujours aux yeux et au su de tous. Non, mais c'est que ça bouleverse tellement l'unité familiale que c'est encore plus. C'est ça. C'est vraiment des zones d'ombre foncées, si je pourrais dire. Oui, effectivement. Et aux yeux de la justice, souvent la parole d'un enfant ou les souvenirs de quelqu'un qui s'exprime au nom de l'enfant qu'il a été, ça reste peu tangible, malheureusement. Et puis même quand ça mène à des condamnations, c'est des condamnations qui en général sont ridicules, en tout cas en France. Je vous donnerai le lien d'un article qui est paru sur France Culture, témoignage d'une jeune femme qui s'appelle Camille Gillet, qui a été violée par son oncle quand elle avait 13 ans. Elle a réussi à aller jusqu'au procès et son oncle a été condamné à 1 an de sursis et 7 500 € d'amende. C'est rien pour avoir brisé la vie de quelqu'un. C'est, en tout cas, bref. Mais là, je voudrais vous ramener à novembre 2019. Novembre 2019, Adèle Haenel, formidable comédienne qu'on a vue notamment dans Portrait de la jeune fille en feu, elle s'est confiée à Mediapart, en particulier à Edoui Plenel, qui est directeur de la rédaction, parce que elle accusait, à raison, Christophe Ruggia, qui est un réalisateur, de l'avoir abusée quand elle avait entre 12 et 15 ans. Elle a été victime de violences psychologiques, sexuelles de la part de cet homme qui lui a donné des rôles dans ses films, certes, mais lui a enlevé beaucoup de choses aussi. Et lorsqu'elle a décidé de parler plutôt aux journalistes que à la justice, évidemment, on lui a demandé pourquoi. Pourquoi elle n'était pas passée par le système, le processus judiciaire. Écoutez sa réponse. Déjà, je veux dire, j'ai pris une décision. Ça ne veut pas dire qu'il y avait pas plusieurs options, mais j'ai pris cette décision et je dois dire que, comme je vous disais, j'avais de toute façon envie d'agir. Je n'ai jamais vraiment envisagé la justice. J'avais pensé à des procédures justement internes au cinéma, à des situations où on pourrait convoquer des gens du cinéma et parler de cette histoire. Mais en fait, j'ai jamais pensé à la justice parce que, comment dire, il y a une violence systémique qui est faite aux femmes dans le système judiciaire. Et ça, c'est aussi ça dont je pense qu'il faut parler. Violence systémique faite aux femmes, mais faite aux enfants, faite aux victimes, je pense, de façon générale. Et c'est ce qui a poussé en France le Sénat à
décidé d'adopter un nouveau projet de loi. Nouveau projet de loi qui vise à criminaliser toute relation entre un adulte et un enfant de moins de 13 ans. Mais ça ne suffit pas, évidemment. Et là aussi, un autre hashtag est apparu. Ce hashtag-là, c'est avant 15 ans, pas de consentement. Et ce hashtag-là, il a été utilisé sur Instagram par beaucoup de comédiennes, notamment, qui ont publié des photos d'elles quand elles avaient 14 ans. Ouais. Pour montrer que non, à 14 ans, on est loin d'avoir atteint une maturité qui permet d'être considéré comme majeur sexuellement, disons. Et ici, au Canada, je suis allée vérifier la limite, c'est 14 ans. 14 ans, en dessous de ça, on estime que tout consentement donné par quelqu'un qui a moins de 14 ans ne peut pas être considéré comme légal ou légitime. Et au fond de tout ça, ce qu'on entend, ce que la littérature nous a fait entendre, par les voix de Camille Kouchner, mais aussi par celle de Vanessa Springora, vous vous rappelez du consentement paru au début de l'année précédente, qui avait révélé l'affaire Maznev. D'ailleurs, cette ordure vient de publier ou en tout cas essaye de publier à compte d'auteur un nouveau livre qui s'appelle Vanessa Virus. Ah ouais, mon Dieu. Il y aura des lecteurs, hein? Oh, c'est sûr qu'il y aura des lecteurs, évidemment. Donc, ce que ces femmes nous ont fait entendre, ce que la culture des réseaux sociaux nous fait entendre avec ces hashtags, et ce que Ténèbres nous fait entendre, c'est que le consentement, Fred, c'est la base de la civilisation. Sans lui, sans le consentement ou sans vouloir en tenir compte, ce qui nous attend, c'est la décadence. Et moi, je ne donne pas mon consentement à ce qu'on continue à plonger comme ça dans la fange la plus monstrueuse qui existe. Ben merci encore une fois, Hélène, pour cette chronique déprimante. Oh, je suis désolée. Ouais. Mais en même temps, moi, j'ai espoir quand même que tout ça, ce mouvement-là suscite les discussions. Puis tu sais, là, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais en même temps, il faut faire attention, il y a des dénonciations qui sont pas fondées. » Effectivement, mais reste que tout ça, je pense, va nous amener ailleurs. Et cet ailleurs-là va être beaucoup plus intéressant que ce qu'on a connu. On va se le souhaiter, mais en ce moment, on a vraiment l'impression que le couvercle a été soulevé. Tout explose. Et oui, ça va être remis à plat à un moment donné. On va peut-être repartir sur des bases plus saines, à la condition qu'on écoute. Et à la condition qu'on en tienne enfin compte. Tout à fait. Merci, Hélène. Merci, Fred. Bon, alors, je suis très content d'avoir cette semaine à la balado M. Alain Saunier. Bonjour, M. Saunier. Bonjour. Donc, vous êtes professeur invité au département de communication de l'Université de Montréal. C'est ça. Vous avez été, vous êtes journaliste depuis 30 ans. Vous avez été journaliste. Est-ce qu'on demeure toujours journaliste, même si on ne pratique plus? Est-ce que c'est comme une vocation? Moi, je me définis toujours comme tel. Je l'ai été dès mon tout jeune âge. Je faisais le journal étudiant à mon collège. Et puis, même encore aujourd'hui, je me considère comme tel parce que je fais partie de cette confrérie. En même temps que je pense avoir assez de recul pour être critique aussi à l'égard du milieu du journalisme et des médias. Oui, voilà. Il faut quand même le dire, ça c'est très important. Vous avez dirigé le service d'information radio de Radio-Canada à partir de 1999. Ensuite, l'ensemble des services français d'information de 2006 à 2012. C'est ça. Et vous avez été président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec? Oui, ça, durant plusieurs années. Je pense que je l'ai été 5 ans. Voilà, au début des années 80, dans les années 90. Entre autres, c'est sous votre mandat que le guide de déontologie de la profession journalistique a été adopté. Oui, tout à fait. Bon. Et là, vous êtes à la balado parce que j'avais envie de parler des audiences du CRTC en vue du renouvellement des licences de diffusion de Radio-Canada, CBC et Radio-Canada, donc des deux services anglais-français, qui ont eu lieu la semaine dernière, en fait, du 18 au 28 janvier. Et sur votre blog, vous avez un blog, vous avez publié 2 textes et je trouvais vraiment intéressant d'en discuter à la balado. Puis je pense que
Ici, je peux le faire aussi peut-être plus facilement parce que c'est une balado indépendante. Radio-Canada en a parlé un petit peu. De toute façon, on va aborder certains points, mais je trouve pas qu'on en a parlé tant que ça dans la sphère médiatique. Et c'est quand même important de réfléchir à la place d'un service public comme Radio-Canada. Vous avez tout à fait raison, parce que d'abord, il y a quand même 1 milliard, quelques centaines de millions qui sont versés pour CBC et Radio-Canada par le patrimoine canadien. Et ensuite, c'est que, à mon point de vue, ça constitue véritablement quelque chose qui est un joyau pour l'ensemble du système médiatique au Canada depuis sa création. Alors, il faudrait en parler davantage. Vous avez raison. Oui. Est-ce que vous avez suivi les audiences ou vous y avez participé? Parce que je pense que vous avez déjà été participant des audiences. Oui, en fait, je l'ai été à 2 reprises dans le passé lorsque j'étais directeur général de l'information à la radio d'abord et ensuite un peu plus tard lorsque j'étais du côté de la radio et de la télévision pour les services français. Oui. Mais cette fois-ci, en fait, je les ai suivis parce que j'avais un intérêt réel. Je voulais savoir un peu si le CRTC, d'une part, avait bien ciblé l'enjeu auquel Radio-Canada et même le CRTC comme organisme de réglementation, s'ils avaient bien saisi l'enjeu majeur que ça représente à l'heure actuelle dans le contexte numérique. Oui. Et alors donc, je me suis intéressé à ça. Et puis je suis intervenu aussi la semaine dernière dans le cadre d'une intervention avec d'autres collègues de CBC. Oui. Bon, parlons justement de ça en premier lieu. Il y a plusieurs facettes là, à ce qui est, je pense, pertinent d'aborder. Bon, le numérique. Radio-Canada, entre autres, dans ses audiences, ce qui ressortait, c'est qu'il ne reconnaît pas au CRTC un droit de réglementation pour ses activités numériques. Et en fait, Radio-Canada demande en fait qu'on ne touche pas à ça. Oui, ça, c'est pour une raison bien simple, c'est que le CRTC lui-même s'était mis hors jeu en 1999 parce que à l'époque, c'est Françoise Bertrand qui était la présidente du CRTC. Et puis, elle avait dit que le numérique, ça ne la concernait pas. Ça ne concernait pas le CRTC. Oui. Alors, à partir de là... Parce qu'on voyait pas, on voyait pas à l'époque, dans le fond, ce qui préfigurait l'impact qu'allait avoir le numérique, les nouvelles plateformes. On était à des années-lumière de ça en 99. Ah, tout à fait. Puis même moi, quand j'étais à Radio-Canada, on voyait ça comme étant, quelque chose qui émanait, qui sortait un petit peu, mais hors de l'ordinaire. Sauf qu'en plus, vous n'aviez pas de bande passante de qualité. Ouais. Alors, c'était perçu un peu comme un complément des grands médias traditionnels, donc on s'en préoccupait peu. Ouais. Mais là, est-ce que le CRTC, en fait, le CRTC reconnaît en fait l'impact des plateformes numériques? Est-ce qu'on a demandé à Radio-Canada, dans le fond, de rendre des comptes? Parce que il faut s'entendre, il y a des revenus publicitaires qui viennent avec ça. On le voit quand on consomme des balados. Je dis consomme, c'est pas un hasard, là, c'est qu'on les écoute, mais bon, il y a des publicités sur les plateformes, les plateformes numériques de Radio-Canada. Et là, on ne sait pas du tout, dans le fond, l'ampleur de ces revenus-là. Et pour vous, c'est peut-être problématique. C'est-à-dire, ce qui est particulier, c'est que le CRTC a tenu des audiences alors qu'ils n'ont pas de pouvoir de réglementation sur toute la portion numérique des activités de Radio-Canada. J'imagine que ça sera corrigé parce que, vous savez peut-être, mais le gouvernement canadien, Stephen Guilbeault, qui est le ministre de patrimoine canadien, a déposé un projet de loi C10 qui va donner un pouvoir de réglementation du CRTC désormais aussi sur les entreprises numériques, aussi bien étrangères que canadiennes. Alors, à partir de ce moment-là, sans doute que le CRTC pourra exiger de Radio-Canada qu'il rende des comptes. Oui. Sauf que là, l'exemple des audiences des la semaine dernière, c'est que, justement, Radio-Canada disait, ils en ont parlé parce que, ils voulaient être polis, mais sauf qu'à plusieurs reprises, ils ont dit, écoutez, vous n'avez pas de pouvoir de réglementer cette portion-là. Or, on sait qu'il y a de plus en plus de migration de contenu vers le numérique et probablement que le CRTC devra un jour reprendre ces audiences-là avec les pouvoirs accrus que la loi C10 lui donnera. Et d'ailleurs, Radio-Canada a demandé, et c'est vous qui le soulignez dans vos 2 articles sur votre blog, un renouvellement des licences de ces médias linéaires, donc les médias qu'on pourrait dire traditionnels, pour une durée de 5 ans.
Sauf que vous avez l'impression que c'est pas la meilleure... En fait, ce que vous dénoncez un peu, si je peux utiliser ce mot-là, c'est que les audiences RTC n'ont pas permis de réfléchir à ce que doit être un service public comme Radio-Canada dans un contexte où le numérique prend énormément de place. Tout à fait. En fait, c'est comme s'il n'y avait jamais véritablement eu la question de fond, c'est quel est votre mandat, quelle est votre mission, comment Radio-Canada, CBC, vous voyez-vous dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Cette question-là de fond n'a jamais été véritablement abordée. On s'en est tenu plus à poser des questions sur les indicateurs de rendement pour voir de quelle façon la performance devrait être évaluée. Est-ce que le personnel de Radio-Canada reflète la diversité canadienne? Est-ce que la haute direction reflète cette diversité? Alors, écoutez, ce sont des choses importantes, mais pas fondamentales. Or, on est à un moment charnière où les superpuissances numériques, les GAFAM, comme on les appelle, sont en train de tout bulldozer sur leur passage. Aujourd'hui encore, on voit les médias, certains médias canadiens et même de Gazette à Montréal, afficher en une page blanche pour faire la démonstration que justement, il y a un problème. Les médias écrits, les quotidiens ont perdu un peu plus de 60% de leurs revenus publicitaires. Les médias de télévision aussi ont perdu une partie importante de leurs revenus publicitaires. Donc, on est à un moment clé où on devrait se poser des questions de fond. Et ce n'est pas à ça qu'on a assisté. Et là, Radio-Canada, souvent, revendique en fait une capacité d'aller chercher des revenus publicitaires pour compenser pour la perte de ces revenus public, si on peut dire, parce qu'on sait qu'avec les années, entre autres, tout dépendant des gouvernements, le financement fluctue. C'est des centaines de millions d'un mandat à l'autre, si on peut dire, selon les gouvernements. Et entre autres, Pierre-Carl Péladeau a été un de ceux qui s'est prononcé pour dire, là, ça suffit, que Radio-Canada fait une compétition qui est au réseau privé. Dans les audiences du CRTC, est-ce qu'on a abordé cette question-là? Parce que vous, dans votre article, vous disiez, il faut éventuellement sortir la publicité de Radio-Canada de certains services et de la remplacer par un financement pérenne, si on peut dire. Oui, tout à fait. Moi, je ne suis pas celui qui dit que Radio-Canada doit réduire sa taille. Ça, il y en a bien d'autres qui vont le faire à ma place. Puis ils le font de façon, je dirais, un peu cavalière par moment. Moi, en ce qui me concerne, ce que je dis, c'est que peut-être ce sera l'occasion pour Radio-Canada, pour le public, pour les gouvernements, pour je dirais, la société civile en général, de s'interroger sur comment on pourrait assurer un financement adéquat à Radio-Canada pour compenser justement ses revenus publicitaires. Parce que moi, ce que je considère, c'est que malheureusement, la publicité est en train de teinter beaucoup, peut-être mis à part évidemment le service d'information qui, lui, est un peu plus à l'abri de ça. Mais si vous regardez de façon générale, la publicité est en train de donner une teinte, je dirais contaminer même entre guillemets les contenus parce que je vous donne pour exemple que moi quand je suis parti en 2012, je me rappelle j'avais dénoncé cette situation-là. Il y avait quelqu'un du groupe Revenu, on appelait ça dans le temps comme ça, il y avait quelqu'un du groupe Revenu qui était aussitôt qu'un projet de téléséries ou des émissions de variété à Radio-Canada et débarquait sur la table de la directrice générale de l'époque. Il y avait quelqu'un du groupe Revenu qui l'accompagnait pour essayer de voir comment on allait faire de l'argent avec ça. Alors, c'est certain que ça vient teinter les contenus et puis je pense que malheureusement, Radio-Canada fait dans le déni parce qu'il ne cherche pas d'alternatives, ne cherche pas à savoir comment aller ailleurs, trouver d'autres sources de financement. Et puis, il se rabat sur la publicité. Ben, écoutez, à l'heure actuelle, la personne qui dirige ce service-là, c'est un ancien de Québécois. C'est certain que cette personne-là n'a pas dans son ADN les fibres de quelqu'un qui défend la notion de service public. Non. Puis forcément... C'est pas un mauvais bonhomme, mais c'est pas sa place. Là. Mais c'est la critique qu'on fait. C'est que souvent, Radio-Canada a un modèle de télé privée. Entre autres, moi, je trouve personnellement la place de la variété dans la programmation de Radio-Canada, les émissions de Véronique Cloutier, entre autres, les émissions de France Baudouin. Et là, je parle pas de la qualité. Là. Je dis pas qu'en direct de l'univers, c'est pas une émission de qualité, mais des fois, je me questionne, est-ce que c'est vraiment le mandat d'une télé publique
de mettre de l'avant autant d'émissions de variété qui forcément vont attirer des revenus publicitaires. Et c'est là que vous avez raison, je pense, de dire que la section revenus, et là vous disiez qu'ils sont à peu près 300 à Radio-Canada. Oui, 300. C'est ce qu'on a entendu d'ailleurs aux audiences, j'étais content de le savoir, parce que moi je me disais que c'était un très très gros service, mais 300 c'est quand même beaucoup de monde. Ben, c'est beaucoup de monde, effectivement. Et quand on parle de réfléchir sur le mandat, moi je pense qu'il faut réfléchir à ça. Je ne sais pas vous comment vous voyez ça, mais des fois on a de la difficulté à voir la différence entre une émission qui pourrait être même à TVA ou à Radio-Canada. Oui, tout à fait. Écoutez, hier, moi, j'écoutais l'émission Les Beaux Malaises. Je trouve que cette émission-là aurait pu être à Radio-Canada et vice-versa. Oui. Il y a de plus en plus d'émissions de qualité qui sont produites par des producteurs privés. Certains vont plus s'adapter en fonction de l'esprit général ou du positionnement, comme on dit, de Radio-Canada ou de TVA. Mais sauf que le domaine des variétés, c'est un bel exemple parce que dans le domaine des variétés, Radio-Canada peut bien faire des variétés, mais ça serait le fun, des fois, que ça puisse élever aussi le niveau de connaissance des gens. Oui. Or, malheureusement, c'est souvent pas le cas. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on fait la démonstration d'une certaine forme d'ignorance du public qui est appelé à participer à ce genre de jeux, de variétés, etc. Ouais. Et moi, je pense qu'on devrait être capable, justement, de hausser un peu plus la qualité de ces émissions de variétés. Vous parliez de France Baudouin. J'ai adoré, moi, l'émission de fin d'année de France Baudouin. Ouais. Mais regardez, moi, une des critiques, par contre, que je formule, c'est qu'il y avait beaucoup trop de chansons en anglais. Ouais. Alors, ce n'est pas le mandat de Radio-Canada de faire la promotion de la chanson anglaise. Tout à fait. Ça devrait, normalement, être l'inverse, c'est de favoriser l'expression de la culture francophone. Ouais. Alors, il y a toutes sortes de choses qui découlent de cette volonté de faire plus populaire, d'aller chercher des revenus publicitaires, et puis donc on s'accommode davantage des critères de sélection des partenaires publicitaires que du mandat tel qu'il devrait être défini. Selon vous, le mandat d'une télé et d'une radio publique, faut quand même faire la différence parce que la radio de Radio-Canada n'a pas les mêmes critères que la télé. Il n'y a pas de publicité sur la première chaîne. Est-ce qu'il y en a encore sur Ici Musique? Parce qu'il y a une certaine époque... il n'y en a plus. Il y a une décision qui a renversé cette chose-là du côté de Ici Musique. Mais par contre, regardez sur la plateforme numérique audio. Oui. Et là, tout à coup, vous allez apparaître sur la plateforme numérique de la publicité. Tout à fait. Alors, on fait entrer par le côté la publicité, alors que la radio, normalement, aurait dû être exemptée complètement de publicité. Alors, qu'est-ce que ça devrait être? Écoutez, moi, je ne veux pas qu'on fasse une télévision ou une production de contenu élitiste, qui est juste définie pour une élite. Non. Parce que je me rappelle, il y a quelques années, les gens disaient que la télévision de Radio-Canada ne doit pas devenir le PBS du Nord. Ouais. C'est vrai, c'est exact. Puis il faut effectivement qu'on aille chercher un auditoire, qu'on aille chercher aussi un public qui va nous suivre constamment. Ouais. Mais en même temps, on devrait avoir justement des critères plus élevés parce que il faut être là pour défendre et soutenir une culture francophone, une langue francophone, des valeurs aussi qui sont liées avec le service public. Et regardez en information, quand moi j'ai participé à la création de l'émission Enquête, le défi qu'on avait, c'était de pouvoir traiter de toutes les entreprises ou de toutes les organisations qui pouvaient commettre des choses qui étaient immorales ou illégales ou malhonnêtes. Ouais. Si vous êtes dans une entreprise privée, parfois vous allez vouloir protéger la grosse entreprise qui injecte des revenus publicitaires dans cette entreprise. Oui. Ça appartient justement au service public de faire des choses de façon totalement indépendante de tous les lobbies, des entreprises, des organisations et aussi du gouvernement, bien entendu. Bon, est-ce que vous avez l'impression que ça passe nécessairement par un financement public plus stable? Radio-Canada avait commandé une étude qui s'appelle Nordicity pour voir un peu comment se comportent le financement des autres services publics radio et télé dans d'autres pays. Sur 18 pays, on parle d'un financement moyen de 87 $ par personne. Radio-Canada est à 34 $ par personne. Oui, c'est ridicule. C'est tellement bas comparé aux autres. Tout à fait. Tout à fait. Et vous je ne suis pas sûr que c'est vous qui l'avez souligné, mais vous proposez de doubler
tout simplement son financement à 68 ou c'est peut-être l'étude qu'il faisait, mais à 68 on serait déjà au 10e rang, ce qui serait déjà nettement mieux. Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'il y a cette portion-là qui entre en ligne de compte. Mais aussi, il faut, je pense, creuser un peu les méninges pour trouver de nouvelles façons de financer le service public. Ouais. Parce que moi, je ne voudrais pas non plus que ça soit toujours une enveloppe strictement gouvernementale en provenance de patrimoine canadien. Ouais. Prenons par exemple les redevances qui existent ailleurs en Europe, que ce soit du côté de la BBC, du côté en Scandinavie, en Allemagne ou même ailleurs en Australie. On a trouvé des formules de financement des services publics qui sont beaucoup plus ingénieuses et puis qui permettent d'avoir un complément aussi. Oui. On est à l'étape où il faut commencer à se poser la question, quelle portion de ce financement des services publics doit provenir aussi des géants du web. Oui. Parce que, après tout, ils reprennent les contenus de Radio-Canada. Sur Facebook, vous retrouvez des contenus de Radio-Canada, mais il n'y a pas de droit d'auteur, on ne reconnaît même pas le fait que c'est produit par Radio-Canada. Donc, il faut qu'il y ait un financement aussi qui vienne de ce côté-là. Même chose, on n'a jamais eu autant d'écrans de nos jours. Il y a les téléphones mobiles, il y a les tablettes, il y a les ordinateurs, il y a les écrans traditionnels, il y a les écrans géants, etc. Et à toutes les fois qu'on vend ces appareils-là, il pourrait y avoir un montant d'argent pas substantiel, mais juste minime, qui ferait en sorte que ça viendrait garnir une banque qui pourrait soutenir les services publics au Canada. C'est intéressant. On va terminer avec un point vraiment particulier, c'est l'opération Tandem. Oui. Parlez-nous un peu de ça, parce que ça a été dénoncé, entre autres, par des journalistes de Radio-Canada, par des membres des syndicats aussi, des employés de Radio-Canada. Et c'est une tendance aussi qu'on remarque dans d'autres services publics ailleurs dans le monde. Oui, tout à fait. Et puis, c'est aussi quelque chose qui est adopté par plusieurs médias. La presse a sa formule qu'on appelle extra dans la presse plus. Le Devoir aussi. Le Devoir en a aussi. Moi, je considère que dans le cas de Radio-Canada, on devrait s'élever un peu plus au-dessus de la mêlée. Mais rappelons, M. Saunier, rappelons un peu qu'est-ce que cette opération Tandem. Alors, l'opération Tandem, je vais vous donner un exemple. Il y a la compagnie HSBC, qui est une banque, qui a fait une opération Tandem de publicité, ce qu'on peut appeler une publicité qui n'en est pas une. C'est-à-dire qu'on donne l'impression qu'il s'agit de contenu d'information. Ça s'appelle avoir comment gérer vos affaires. Et puis, bon, tout ça est tout beau, tout fin, tout gentil. Dans le fond, on se sert de la crédibilité bâtie depuis des années du réseau d'information journalistique de Radio-Canada pour en faire profiter. Puis on va même offrir ça sur les pages numériques. Puis en haut à gauche, si vous regardez votre écran, c'est marqué radiocanada.ca quand même. Oui, c'est ça. Donc, on est en train d'abriter sous l'appellation Radio-Canada des contenus qui sont des contenus d'information, mais déguisés. C'est de la publicité déguisée. Et on fait beaucoup d'argent avec ça. Je reprends mon exemple de HSBC. HSBC, c'est la même entreprise bancaire qui a été dénoncée par l'émission Enquête. Voilà. Parce que HSBC faisait des transactions avec des fonds qui étaient des fonds suspects. Oui, tout à fait. C'est incroyable. Donc, il y a quelque chose qui est complètement illogique là-dedans. On ne devrait pas faire ce genre de compromis ou de compromission pour, sous prétexte qu'on va aller chercher de l'argent. Et je dirais, M. Saunier, je dirais que particulièrement en cette ère de fake news où la confiance envers les médias est érodée énormément, moi, je trouve que l'opération Tandem, au-delà de la pratique commerciale qui est, disons-le, douteuse, mais je trouve que ça alimente aussi cette suspicion-là que la population a envers le journalisme et les services publics. Et ça fait partie, justement, des valeurs qui sont propres à un service public comme la Radio-Canada. On devrait, justement, être au-dessus de tout ça. Et puis, quand les gens viennent à Radio-Canada, ils sont certains qu'il s'agit d'informations rigoureuses. On n'est pas dans l'univers des fausses nouvelles. On n'est pas dans l'univers des fake news. On est dans un univers où la crédibilité, la rigueur, elle est toujours présente. Donc, on n'a pas à jouer avec ça. C'est dangereux pour la crédibilité de l'institution qui s'appelle Radio-Canada.
Ben, Monsieur Saunier, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous exposer un peu les enjeux qui entourent Radio-Canada, en fait, et la place qu'elle doit avoir comme service public. Je vous remercie. Je vous rappelle que vous êtes journaliste invité, professeur invité au département de communication à l'Université de Montréal. Et vous êtes un journaliste depuis plus de 30 ans et vous le serez toujours. Je pense que oui. Oui, voilà. Merci beaucoup. OK. Au revoir. Bon, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé en Outaouais. On retrouve notre antenne outaouaise, si on peut dire. Jérémy Valentin, bonjour. Bonjour, Fred. Ça fait longtemps on s'est parlé au début de l'automne, je pense. On s'est parlé en décembre. En décembre? Ah oui? Oui, en décembre, j'avais rencontré le maire de Gatineau. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que on va bientôt dire l'ex-maire, Maxime Pedneau-Jobin. Exactement, le futur ex-maire, Maxime Pedneau-Jobin. C'est une grosse nouvelle, ça, à Gatineau. C'est une grosse nouvelle. Donc, le maire de Gatineau qui ne se présentera pas pour un 3e mandat. Oui. Donc, moi, je l'avais interviewé en décembre et je l'avais parlé à la balado. Oui. Je suis un peu déçu de voir qu'il n'a pas offert la primeur de son départ à votre balado. On n'est pas encore assez... On n'est pas rendu là, mais ça s'en vient, je le sens. Ouais, ou j'ai un côté José le Mito Michaud à travailler. Faut voir. Mais je pense que le maire est un peu, en fait, atteint du syndrome Gordon Sumner, là, plus connu sous le nom de Sting, là, oui. Qui se dit d'un individu au potentiel illimité qui, au fait de sa gloire, quitte le groupe ou le parti qu'il a fondé, en l'occurrence ici Action Gatineau, afin de libérer donc des instincts créatifs qu'il juge à tort ou à raison réprimés par un collectif décisionnel désuet. C'est pas ça qu'il a dit, quand même? Non, ça c'est moi, évidemment, mais j'interprète son départ. Non, mais attendez, si vous voulez faire de bons parallèles avec Sting, est-ce qu'il siégeait au conseil en chess? Non. OK. Il y avait pas j'ai pas cette information-là à confirmer. Mais est-ce que donc le sujet Monsieur Pedneau-Jobin, est-ce qu'il connaîtra donc un succès par la suite, donc une carrière solo auréolée, donc d'un succès qui sera supérieur ou égal à celui qu'il avait connu précédemment? Mais attendez, Jérémy, est-ce qu'il a dit ce qu'il allait faire par la suite? Est-ce que vous avez l'impression qu'il va faire le saut en politique provinciale ou même en fédérale? Oui, moi j'ai l'impression, parce que là on a affaire quand même à quelqu'un qui est assez exceptionnel en matière de politique, en matière d'expérience, quelqu'un qui est aussi salué par ses pairs, la mairesse de Montréal, le maire de Québec, etc. Donc quelqu'un qui est très respecté dans le milieu politique. Cela dit, c'est rare que les maires se critiquent entre eux quand même. Absolument, ils sont toujours assez élogieux envers l'autre. Là. J'ai rarement vu des... C'est pas faux, mais ils auraient pu garder le silence aussi. C'est vrai. Mais c'est ça, j'en profite pour souhaiter à Action Gatineau, donc le parti de Maxime Pedneau-Jobin, un destin moins funeste que celui de Police, qui se trouva fort dépourvu quand la bille est survenue. Oui. Mais blague à part, il y a tout un tas de rumeurs finalement autour du lieu où il ira finalement. Oui. Est-ce que Monsieur Jobin, comme le dit le journaliste Patrick Duquette du Droit, est-ce qu'il va se présenter pour la CAQ dans Papineau en 2022? Est-ce que c'est quelqu'un de la CAQ présentement qui est C'est Mathieu Lacombe qui est là, de la région. Le ministre de la Famille. Il suppute exactement. Patrick Duquette sous-entend ça. Et Mathieu Lacombe lui a répondu en disant si quelqu'un veut gager, moi je veux bien, mais ça arrivera pas. Oui. Françoise Boivin, qui est ex-NPD de la région, qui prédit qu'il ira avec la CAQ et se présentera dans Hall. Oui. D'autres vont dire le bloc dans Gatineau. Bref, c'est une recrue de choix. Ça laisse beaucoup d'incertitudes pour la ville. Puis c'est quelqu'un qui va manquer, je pense, à la ville de Gatineau. Je sais pas s'il va adouber quelqu'un. Mais les prétendants sont nombreux, notamment France Bellil de Tourisme Outaouais, et pourquoi pas peut-être mon supérieur hiérarchique, le directeur du Cégep de l'Outaouais, M. Frédéric Poulain, qui se dit en réflexion. Donc c'est à suivre, Fred. OK. Et est-ce que M. Poulain serait votre poulain? Pour peut-être après ça vous faire... là il y a un conflit d'intérêts là, vous me posez vous me placez dans une situation difficile, mais je vais pas vous intimider là. Non, c'est à la mode, mais l'idée est que je pense que c'est le tour d'une femme peut-être aussi. Il y a un peu cette idée-là aussi, donc on va voir au mois de novembre. Réponse c'est vrai. D'ici là. Donc à suivre. Je faisais des blagues d'intimidation, mais Monsieur Pedneau-Jobin a reçu des menaces de mort. Oui, beaucoup. 3 en 2 ans. Quand même. Plus celles qui sont pas documentées.
Et c'est la raison pour laquelle finalement la ville de Gatineau a appuyé la campagne La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie, donc l'Union des municipalités du Québec qui ont déclenché cette campagne. Oui. Moi, j'y vois deux choses, c'est-à-dire faut bien comprendre que la politique, c'est un don de soi, là. C'est pas un métier comme les autres non plus. Non. Que l'ensemble doit évidemment se faire dans le respect, mais on se retrouve dans une situation où c'est quand même un boys club aussi. Oui. Et beaucoup d'attaques qui sont faites sur le physique des femmes encore en 2021. Oui. Ce qui explique le faible nombre aussi de femmes en politique. Oui. L'air est un peu vicié à ce niveau-là. Et une question de respect qui doit être gardée, c'est-à-dire les attaques personnelles sont à proscrire, bien évidemment, dans les municipalités. Je pense que l'Union des municipalités du Québec a éprouvé le besoin de réitérer ses principes de base. Oui. Mais il y a une forme c'est un peu triste là, en 2021 qu'on en soit encore là. Oui. Puis on rajoute le volet là-dedans des réseaux sociaux. Oui. L'anonymat, la déconnexion avec le réel qui amène véritablement un climat difficile. Oui, et je vais rajouter quelque chose qui est peut-être à côté de la traque. Je vais faire de la sociologie à 5 sous, mais si je ne m'abuse, il y a une radio poubelle en Outaouais. Oui. Il y avait quelques animateurs là qui ont eu mal à partir avec le maire. Oui. Et notamment, bon, je citerai pas son nom, mais il n'est plus là présentement. OK. Louis. Mais c'est-tu Louis Jacquet? C'est-tu Louis Jacquet? Roch Cholette. Roch Cholette, voilà, c'est ça. C'est vous qui l'avez dit. Oui. Et, mais on s'est retrouvé dans une situation où le maire refusait après catégoriquement d'aller à cette radio. Ouais. Parce qu'il y a la chose à faire. Oui, exactement. Ouais. Donc, c'était juste pour le mentionner un peu. Puis oui, non, c'est important. Là-dessus, là, que c'est important. Puis on pensait que c'était un peu terminé, mais dans le fond, on oublie le quotidien finalement des municipalités. On les voit infoman un peu là, ces conseils municipaux qui dérapent. Là. Oui. Mais c'est pas suffisant, je pense, pour. D'ailleurs, c'est intéressant que vous ouvriez la porte, Jérémy Valentin, sur Infoman, sans critiquer Infoman. Je trouve que des fois, ce type d'émission où on ridiculise un peu la politique municipale en mettant des extraits, même si c'est des petits villages, puis que ça peut être effectivement risible à la télévision, mais je trouve que ça... Il y a un côté sournois à faire ça qui décrédibilise un peu le travail des élus au niveau qui ne sont pas au provincial ou au fédéral. Oui, c'est vrai. Puis d'ailleurs, j'y ai pensé parce que dans mes classes, j'en passais des extraits. Puis après, à un moment donné, j'ai arrêté parce que ça n'encourage que le cynisme, en fait. Oui. Quand on connaît pas bien la politique, on voit juste ces éléments-là. Oui, c'est ça. Je pense que c'est pas une bonne façon d'initier des étudiants à la politique. Voilà. De voir ces éléments. Bon, les menaces de mort, évidemment, on peut deviner que au niveau de François Legault, entre autres, il doit en recevoir. Et là, c'est pas ça le sujet, c'est pas votre sujet, mais vous vous posez une bonne question quand même par rapport à François Legault. Ben, je me demandais simplement à qui s'adresse François Legault en ce moment, là, au mois de février. Ouais. Si on considère finalement que quand on fait de la politique, même dans un contexte d'urgence sanitaire, ça j'en suis conscient, on parle à une communauté, on parle à une société, on parle à des individus, on parle pas juste à un électorat. Puis j'ai un peu l'impression que cette dimension de la politique, qui est un contrat et une entente entre deux parties, a beaucoup changé et que là, ça fait 1 an maintenant et que de son côté, du côté de François Legault, on est revenu un peu à une structure pyramidale là, où lui décide un certain nombre de choses et il faut suivre, qui n'est pas le modèle, qui est un modèle classique mais désuet de la politique. Oui, intéressant. Et moi, je trouvais que justement, où est l'aspect dialogue à ce niveau-là? C'est-à-dire le recours au décret, le recours à des formes de coercition. Est-ce que c'est ça qui maintient l'ensemble? Exactement. Est-ce qu'on est un peu dans la servitude volontaire parce qu'on était habitué d'obéir? On est un petit peu donc classifié, catégorisé. Ceux qui respectent les consignes, ceux qui les respectent pas. Et Jérémy Valentin, j'ouvre une parenthèse parce que le point de presse de mardi, je pense, ou de lundi, il revenait sur le couvre-feu, et c'est drôle parce qu'il a fait un petit lapsus, mais ça donne une idée aussi de comment il conçoit les électeurs. C'est qu'il disait on pense que le couvre-feu fonctionne parce qu'on a réussi à rejoindre une clientèle qui n'écoutait pas les consignes. Donc, c'est pas des citoyens, on rejoint des clients. On rejoint des clients. Je trouve quand même que c'est révélateur comme lapsus. Oui, c'est une très bonne remarque. Puis ça fait un peu PDG d'Air Transat. Là. On est moins dans le premier ministre. C'est pour ça je trouve un peu la structure pyramidale, hiérarchique. Mais d'ailleurs, le parallèle avec Air Transat est très bon parce que depuis la pandémie et avec la gestion de la CAQ, la coercition, on se sent parfois comme dans un avion d'Air Transat, c'est-à-dire très, très à l'étroit avec peu de place.
Avec peu de place. Avec un air vicié aussi. Exactement. Poursuivez. Fait que est-ce qu'on est dans le registre un peu du soliloque, c'est-à-dire, bon, il a parlé seul. Moi, je trouve qu'on est de plus en plus loin de toute forme d'imputabilité. Ouais. On a une santé publique qui s'embarrasse plus de verbatim, alors que dans n'importe quelle réunion de condo à Santa Banana, on va prendre des notes. Tout à fait. Le premier ministre a quand même la légitimité électorale de le faire, mais le processus d'adhésion au contrat social, il est quand même remis en question, empiriquement ou logiquement, quotidiennement. Vous suivez des gens aussi sur les réseaux sociaux qui vont présenter des faits qui sont troublants, des spécialistes, les Patrick Derry, des médecins, etc., où il y a des questions qui sont pertinentes. Tout à fait. Mais il n'y a pas de retour à ce niveau-là. Puis je trouve que rendu au stade où on est, c'est un peu problématique. Donc, où est la politique qui est faite? C'est-à-dire qu'on le voit au niveau des stratégies, mais je vois qu'une partie de ce contrat-là, puis je suis un peu inquiet par rapport à ça. Et paradoxalement, moi, en tant qu'enseignant, je trouve que c'est très intéressant parce que la politique n'a jamais été aussi présente au Québec depuis longtemps, quotidiennement, de voir donc des politiciens, le rôle de ministre de l'Éducation, etc. Et pourtant, les individus sont réduits un peu à l'inactivité, c'est ça qui est paradoxal, et l'opposition, elle est réduite au néant complet. Tout à fait. Et ça, c'est voulu. Et d'ailleurs, ça m'a fait rire cette semaine parce que François Legault qui disait on aurait aimé ça repousser le retour en chambre. Puis finalement, le retour s'est fait cette semaine, mais avec des mesures sanitaires qu'on oserait en rêver dans nos écoles publiques, on les aura jamais, mais avec distanciation, des panneaux de plexiglas. Je pense qu'ils ont même mis des filtres, puis ils avaient des compteurs de CO2, alors que dans les écoles, on ne juge pas bon de les mettre. Je trouvais ça un peu ironique. Puis je pense que c'est l'attaché de presse de Marois Risky qui l'a fait remarquer sur Twitter. Oui, puis c'est ça, c'est qu'encore ces incohérences-là vont relancer le débat sur ce contrat social. Puis là, on réanime le contrat social, puis on va dire nous faisons confiance aux Québécois. Mais à qui parlez-vous, M. Legault? C'est un peu ma question. Alors, est-ce que c'est un rapport que l'on a maintenant qui est uniquement juridique? Est-ce qu'on est dans l'entreprise de communication? Ou est-ce qu'on a un attachement qui est dû à un éloignement du fédéral qui a laissé des coups des franches aux provinces? On est un peu dans cette dimension-là. Moi, je vois deux choses. Une chose que vous avez déjà mentionnée, c'est-à-dire la cérémonie du souvenir là, qui aura lieu au mois de mars, que je verrais comme un élément qui pourrait constituer un élément politique de réconciliation. C'est-à-dire que c'est quand même étrange que ça ait été annoncé là au mois de janvier. Oui. On a une espèce de date butoir là, qui on avait l'impression que ça a été pensé le matin même à la réunion avec le caucus et le cabinet, parce qu'il n'y avait pas de détails. Puis en tout cas, on va vous annoncer ça bientôt. Là, il va y avoir des chanteuses. C'était quasiment ça. Là. Il y avait un peu, c'est ça, une part d'improvisation, mais je pense que justement, ça confirme un peu mon intuition là-dessus, c'est-à-dire, mais on vous oublie pas. On sait pourquoi on fait ça, on rajoute un telos, un objectif, là, puis pour essayer d'être encore dans la politique et non dans une forme donc de dirigisme finalement. Ou alors, est-ce que c'est Justin qui va déclencher des élections et qui, paradoxalement, va redonner un peu de sens à tout ça? On va être obligé de s'interroger là en tant que Québécois pour qui on va voter. C'est pas sûr. Je le sais pas si Justin va le faire. Je sais que Justin veut être majoritaire, ça on en est certain, et que les élections qui ont lieu jusqu'à présent ont donné des majorités dans les différentes provinces. Est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas trop, mais mars, c'est loin pour François Legault. Mars, ce sera difficile aussi pour Justin Trudeau si la campagne de vaccin continue comme elle a démarré. Et là, il y a les variants qui s'en viennent. Exactement. Alors ça promet. Jérémy Valentin, merci. Ça a fait du bien de vous retrouver. Je pensais que ça faisait plus longtemps, donc probablement que ça voulait dire qu'on s'est ennuyé un petit peu. Merci beaucoup. Oui, vraiment. Puis on va suivre. Moi, j'ai l'impression que votre ex-future maire va se présenter pour la CAQ, ce qui sera encore une rebuffade pour le Parti québécois, parce qu'on aurait pu penser naturellement qu'il allait suivre les traces de feu son beau-père. Mais ça va être à suivre, vraiment. Merci, Jérémy. Merci beaucoup. Hey, on rappelle, oui, c'est vrai. L'autre fois, je me suis fait taper ses doigts. On rappelle que vous êtes prof. Parce que là, il y a des gens qui se demandent comment ça qu'il y a une antenne en Outaouais? Qui est cet homme? Ah non, je suis enseignant, c'est ça. En sciences politiques au Cégep de l'Outaouais. Voilà, c'est dit. Merci, Jérémy. Salut. Merci, François.
Bon, alors cette semaine, notre essayiste invité, c'est Olivier Ducharme. Bonjour, Olivier. Bonjour. Vous êtes, je vais faire une présentation. Vous êtes docteur en philosophie, chercheur au collectif pour un Québec sans pauvreté. Vous enseignez à l'Université Laval. J'ai enseigné. Vous avez enseigné. Déjà quelques années. OK. Oui. OK. Auteur de nombreux ouvrages sur la philosophie et le cinéma. Entre autres, moi, je vous connaissais. En fait, je viens d'allumer parce que j'ai lu votre bio juste avant de faire l'entrevue. Vous êtes celui qui avait écrit le livre À bout de patience sur la notion de dépossession économique et culturelle dépeinte dans les récits de Pierre Perrault. Et j'avais lu ça l'an dernier, je pense. C'est bien ça, hein? C'est l'an dernier que c'est paru? Oui. Il y a 2 ans? Non, c'est paru en 2016. Ah, oui, c'est ça. Je l'avais... En fait, je me le suis procuré l'an dernier. Puis il y avait un autre livre sur Pierre Perrault qui est sorti aussi en même temps. Puis j'avais lu les deux à peu près dans la même période. Et là, pour votre présence à la balado, c'est votre dernier essai, Ville contre automobile. Et là, j'avertis les gens... En fait, je suis étonné moi-même parce que quand j'ai reçu le livre, je me suis dit, oh, ça c'est radical. Et on lit le livre, et c'est pas si radical que ça, bien que dans notre mode de vie nord-américain, ça reste une proposition radicale. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui, dans notre mode de vie américain, c'est sûr. Peut-être en Europe, c'est un peu moins, vu que les villes ont été construites... avant l'arrivée des voitures, surtout. Oui. Tandis qu'ici en Amérique, on a... les villes sont quand même assez jeunes. Oui. Ça dépend. Il y a certains quartiers comme le Vieux-Québec, ici, parce que je demeure à Québec, mais le Vieux-Québec, c'est plus difficile de circuler en automobile. Oui. Mais le côté nord-américain, c'est évident que c'est une idée radicale, mais en même temps, c'est pas... il y a une histoire aussi à cette idée-là. Oui. Et cette idée-là est née dans les années... début des années 60. Parce que c'est un des premiers que j'ai trouvé, c'était au début des années 60. C'est un anarchiste américain qui s'appelle Paul Goodman. Oui. C'est lui qui m'a donné l'idée pour faire le livre. Lui avait écrit un article en 1961 sur l'élimination des voitures dans l'île de Manhattan. Oui. Puis pour lui, c'était une proposition, comme il les appelait, des propositions pratiques. Oui. C'est-à-dire que c'était pas quelque chose de farfelu dans son cas à Paul Goodman. Puis il y avait aussi d'autres idées comme ça pratiques, là, aussi radicales, comme l'élimination des écoles, puis etc. En tout cas, c'est lui qui m'a donné envie de faire un livre à ce sujet-là. Puis, mais en même temps, la radicalité, je savais qu'en l'écrivant que ça allait être le premier commentaire que j'allais avoir en entrevue. Oui. Cela dit, c'est intéressant parce que quand on lit votre livre, évidemment, on parle de transition écologique, on y reviendra, on parle de l'électrification des transports, mais il y a quand même un retour un peu à comment les villes ont été conçues en Amérique du Nord, parce qu'évidemment, vous n'abordez pas le côté européen. Et moi, c'est ça que j'ai trouvé vraiment intéressant, entre autres. Les positions de Frank Lloyd Wright, qui est un architecte extrêmement connu. En fait, comment sa conception de la ville a inspiré quand même les politiques pour ensuite aller de l'avant avec des projets autoroutiers. Parlez-nous un peu de cette conception. Et Le Corbusier aussi également, qui sont peut-être les deux grandes figures architecturales du début du 20e siècle. C'est ça. L'automobile au début du 20e siècle, c'était vraiment c'était un signe de progrès technique. Là. C'était quelque chose de positif. C'est une grande technologie qui arrivait. Oui. La société gagnait en vitesse. C'est vraiment la modernité qui était à l'avant-plan. Mais c'est arrivé... Il y a eu un problème qui s'est posé assez rapidement, c'était que les automobiles sont entrés dans les villes, puis il y avait déjà des embouteillages qui se formaient. Oui, rapidement. C'est ça qui est fascinant quand on lit votre livre, c'est que dès le début, la congestion est un problème. C'est ça, puis les urbanistes comme Frank Lloyd Wright et Le Corbusier se sont intéressés à ça. Ils se sont posé la question, mais qu'est-ce qu'on fait avec la nouvelle technologie? Est-ce qu'on l'inclut dans la ville ou est-ce qu'on l'exclut de la ville? C'est vraiment ça, c'est l'interrogation qu'il y a eu au tout début des années 20, des années 30. Et pour les deux ont la même réponse, c'est que il va falloir rénover la ville pour pouvoir accueillir l'automobile. Ça a été... Qu'est-ce qui s'est passé juste après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire les années 40, 50, 60, c'est là qu'il y a tout le mouvement de rénovation urbaine. Tant aux États-Unis qu'au Canada. À Montréal, il y a eu beaucoup de rénovation urbaine, à Québec aussi. C'est-à-dire que la construction d'autoroutes urbaines, l'élargissement des rues, il y a vraiment eu de grands chantiers pour permettre à l'automobile de rouler encore plus vite et aussi pour avoir
plus d'automobiles dans les villes. Oui. Ça représentait encore le progrès, puis ça représentait aussi une force économique. Si on avait une bonne circulation automobile, ça représentait vraiment un signe de prospérité pour la ville. Et la rénovation urbaine, qui est un concept, dans le fond, d'urbanisme, impliquait aussi énormément d'expropriation. Parce que vous dites que, dans le fond, quand l'automobile arrive, oui, c'est une nouvelle technologie, on essaie de l'inclure dans la ville, mais il ne faut pas oublier que de tout temps, avant l'apparition de l'automobile, la ville était construite pour les piétons, pour la vie sur deux jambes. Mm-hmm. Et là, soudainement, l'automobile change tout ça. Ben, avec les rénovations urbaines, c'est que ça a vraiment défiguré les villes. Oui. Nous autres, on l'a pas vécu. On n'a pas vécu qu'est-ce qu'il y a eu avant. Oui. On a toujours vu les villes avec des voitures. Ça veut dire pour nous, c'est habituel qu'on laisse toute la place aux automobiles. Oui. C'est habituel qu'il y ait aussi des autoroutes urbaines. Oui. Ça n'a pas toujours existé. Ça fait 50 ans que ça existe. Oui. Donc, on est habitué à ce paysage urbain-là. Mais pour admettre ces nouvelles constructions-là, il a fallu vraiment défigurer les villes puis relocaliser les gens qui ont été touchés par ces rénovations-là. Et la majorité des personnes qui ont été touchées, c'est des personnes en situation de pauvreté. Oui. On les a vraiment relocalisées à d'autres endroits, loin des centres-villes. C'est-à-dire, dans certaines villes, peut-être plus aux États-Unis, mais il y a eu un ménage qui s'est fait dans certains centres-villes. Ça, on les a envoyés le plus loin possible dans des ghettos, dans des appartements qui étaient qui venaient d'être construites, mais des appartements qui ont été défaits par la suite parce qu'ils n'étaient pas de bonne qualité non plus. On les a éloignés de leur milieu de vie, loin des services, et c'est un espèce de cycle. Ça, vous le démontrez bien dans votre livre. C'est un cycle, c'est une spirale, en fait. C'est que construire des autoroutes, ça brise des milieux de vie, ça éloigne les gens des services, donc ça oblige à se déplacer. Les transports collectifs sont déficients, donc il y a une spirale c'est un serpent qui se mord la queue. Les voitures sont toujours essentielles parce qu'on construit des villes où les distances s'allongent de plus en plus. En fait, à l'époque, plus aujourd'hui, mais... Oui, à l'époque, mais c'est un exemple pour la ville de Québec, ici, quand il y a eu la construction de l'autoroute Dufresne-Montmorency, qui est l'autoroute pour n'importe quelle personne qui vient à Québec, on voit le béton de l'autoroute dans Saint-Roch, les grandes... Parce que c'est quelque chose qu'on voit assez facilement. C'est un signe, c'est le signe des autoroutes urbaines, mais pour la construction des bretelles de l'autoroute, il a fallu défaire une partie du quartier Saint-Roch. Il a fallu défaire aussi une partie de Limoilou, une partie de Saint-Jean-Baptiste, c'est-à-dire tous les quartiers centraux de Québec. Oui. Et c'est là qu'il y a eu vraiment de la relocalisation. C'est-à-dire des gens qui restaient à Saint-Roch, qui ont déménagé dans le fond de Limoilou, dans un endroit qui n'était pas développé. Et ces personnes-là perdaient tout leur milieu de vie habituel. C'est-à-dire un milieu de vie proche, en plein milieu du centre-ville, proche de tous les services. Il n'y avait pas besoin d'avoir de transport pour faire ce qu'ils faisaient habituellement. C'est eux autres qui ont été les premières victimes de tout ça. C'est eux autres aussi qui ont commencé assez rapidement à critiquer ce mode de vie-là qui est tourné vers l'automobile. C'est assez intéressant de voir que c'est les plus pauvres qui ont décidé de monter aux barricades puis commencer à critiquer l'automobile dans les villes en disant « Regardez ce que ça fait. C'est pas les personnes les plus riches parce que c'est les personnes les plus riches qui n'ont profité de ça. Puis ils restent pas où les personnes les plus pauvres restaient aussi à l'époque. » Vous donnez des exemples vraiment intéressants entre autres, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, Eisenhower, tellement impressionné par les autobahns en Allemagne, va lancer un programme de génie civil qui est beaucoup plus imposant que le plan Marshall. Et le plan Marshall, c'est comme la mesure étalon là, d'un État qui met des milliards pour la reconstruction, en guillemets, sociale, parce que ça implique plein de choses. 70 000 km d'autoroute, 50 milliards de dollars, alors que le plan Marshall coûte 17 milliards. Et c'est là qu'on voit l'immense emprise de l'automobile avec des faits relatés comme ça. Puis vous ajoutez aussi que le tracé des autoroutes aux États-Unis répondait aussi à des objectifs militaires. C'est incroyable. Moi, j'ignorais ça. Mm-hmm. Mais si on revient à Frank Lloyd Wright, parce que qu'est-ce que Wright disait dans un ouvrage de 1932, je me souviens bien, lui, il voyait un réaménagement des États-Unis, du territoire américain quasi au complet. Il allait faire une grande ville. Aujourd'hui, on dirait plutôt une grande banlieue où que tous les États-Unis seraient divisés en autoroutes.
et chaque personne aurait son acre de terrain puis sa maison. C'est-à-dire, ça commence à faire penser à ce que les États-Unis vont devenir après la Deuxième Guerre. Donc, je pense pas que les autorités américaines avaient ça en tête quand ils ont décidé de faire ça. Il y avait plutôt le modèle allemand, mais Wright avait quand même vu le potentiel des autoroutes sur le territoire urbain américain, puis il a aussi vu le potentiel des banlieues qui commençaient à naître à l'époque, mais qui vont devenir plus importantes dans les années 50 et 60. Mais Wright, ce qui est intéressant, c'est que lui-même aimait pas les villes. Dire, pour un urbaniste, c'est quand même assez étrange que quelqu'un n'aime pas une ville et devient urbaniste. Ça m'a étonné en lisant ça. Puis il y a toute une tradition américaine aussi de penseurs qui n'aiment pas la ville. Jefferson? De Jefferson à Thoreau, jusqu'à Frank Lloyd Wright. Ouais, comme ça, je pourrais répondre à... Oui, mais je veux qu'on revienne à l'aspect militaire. C'est anecdotique dans le livre, mais vous dites que les tracés des autoroutes relient 400 bases militaires américaines. Le gabarit des routes, les tunnels, les ponts sont conçus, à la base, ont été conçus pour accommoder les engins militaires. Moi, ça m'a fasciné, en fait. Sincèrement, c'est drôle. Je sais que c'est anecdotique. Il n'y a même pas un chapitre là-dessus, mais c'est quand même étonnant quand on lit ça. Mm-hmm. Ça montre comme quelle place a l'automobile aussi dans le paysage américain. Eux autres voyaient vraiment ça comme une solution, comme quelque chose qui devrait être de plus en plus développé si on tout formé ces autoroutes-là. C'est sûr qu'il y avait la peur d'une attaque nucléaire. C'est pour ça qu'ils ont fait ça aussi, pour que les gens puissent s'en aller le plus rapidement possible des villes. Mais ça montrait aussi que l'automobile avait pris tout l'espace possible. C'est pas juste les villes, mais tout ce qui est autour des villes aussi. Bon, aujourd'hui, si on regarde le Québec, dans votre livre aussi, il y a des passages qui sont vraiment révélateurs sur les ventes de voitures. En fait, ce qu'on apprend, c'est que les ventes de voitures baissent, mais la vente de camions légers augmente de façon vraiment soutenue. Ben, c'est ça. Le parc automobile entier augmente de 1% par année. Approximativement. C'est depuis des années. Le parc automobile a grandi. Mais depuis quelques années, c'est ça, les ventes d'automobiles ont diminué, puis les ventes de VUS ont augmenté. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas autant de ventes de VUS, mais le parc automobile diminuerait depuis quelques années. Oui. C'est vraiment les grosses voitures qui vendent plus. Je pense que la plupart des gens, on explique mal pourquoi ça arrive, ça. Pourquoi les gens ont si envie d'avoir des grosses voitures. Pourquoi faire? Je pense que vous y répondez en partie dans votre livre parce qu'il y a un chapitre sur la publicité qui est vraiment révélateur. Et ce que j'ai aimé aussi dans ce que vous avancez, c'est que, dans le fond, vous avancez l'idée qu'on devrait considérer les pubs automobiles un peu comme on a considéré il y a quelques années, il y a quelques décennies, en fait, les pubs sur les cigarettes et l'alcool. Oui. La vente de cigarettes, il n'y a pas la vente, mais la publicité de cigarettes a arrêté en 1972, je pense, si je me souviens bien. C'est l'industrie qui a décidé. Hein. C'est pas... Ils n'ont pas été obligés. Ils pensaient qu'elle allait être obligée bientôt, mais ceux autres, ils ont décidé on va arrêter de le faire. Mais c'est pas la première fois que l'idée est lancée aussi d'éliminer la publicité automobile en faisant référence à la cigarette. Il y avait déjà certaines personnes l'ont fait dans les années 70 en disant que pour la santé publique, c'est comme pour l'automobile, c'est comme pour la cigarette. C'est un danger. Ouais. Et c'est encore pire même que la cigarette, vu que ça l'affecte absolument tout le monde dans une ville. C'est-à-dire pour la pollution, pour vraiment la santé publique en général, pour la santé physique, la santé psychique, l'automobile est un problème, tandis que la cigarette, c'est pas tout le monde qui est affecté de la même façon. En tout cas, c'est un des aspects qui est encore d'actualité, vu que la publicité est au cœur de tout. La publicité automobile est vraiment au cœur de tout. C'est 500 millions par année, je pense. Oui. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. C'est-à-dire, si la publicité automobile disparaissait, il y a beaucoup de médias qui auraient de la difficulté à vivre aussi. Ça va tout ensemble, ça. Oui. C'est payant faire de la vente d'auto. Oui. Puis on l'a vu, moi, ça m'a frappé pendant la pandémie. Le nombre de publicités où au début, tu as l'impression que c'est une publicité de Tourisme Gaspésie ou du ministère de la Santé, parce qu'on parle de grands espaces, et dans le fond, ça finit par, quand la pandémie sera finie,
Subaru pourra vous permettre d'aller au grand air. Et d'ailleurs, vous le soulignez bien dans ce chapitre-là, comment on ne voit jamais d'embouteillage dans les pubs. On ne voit jamais, en fait... on vend une idéalisation de ce qu'est posséder une voiture qui, dans les faits, c'est pas ça du tout. Non, c'est l'image de la liberté. Oui. C'est l'image de la nature, mais de quelle sorte de nature peut être question là? C'est une nature qui n'existe pas. Puis que c'est une nature qui va être attaquée par la voiture. Oui. C'est une nature qui disparaît souvent à cause de l'automobile, parce qu'on est capable d'aller plus loin, d'aller plus vite à un certain endroit. C'est paradoxal que la publicité automobile se penche autant sur la nature pour vendre ses autos et non pas de la ville. Oui. Elle serait obligée de montrer des embouteillages si elle vendait la voiture dans la ville. Il y a certaines publicités qui montrent quand même dans la ville, mais il n'y a pas de trafic. Là, c'est des villes, on dirait qu'il n'y a personne, puis que tout va très bien. Des villes qui n'existent pas. Non, c'est ça. Mais vraiment, la publicité automobile, c'est un grave problème, puis ça ferait une grande différence si c'était éliminé, je pense. Oui. C'est comme pour l'alcool et les cigarettes, mais ça ferait vraiment une grande différence vu qu'on les plus jeunes l'envoient. Nous, on a vu toute notre vie. Oui. Puis je suis pas mal certain que ça a un impact sur notre propre perception de l'automobile comme quelque chose de tout à fait normal. Oui. Quelque chose qui a existé depuis toujours. C'est que ça fait à peine 100 ans que ça existe, mais on pense toujours que c'est quelque chose qui disparaîtra jamais. Ouais. Quelque chose qui a toujours été là et qui disparaîtra jamais. Mais ça, on va parler, on va parler plus tard des solutions, en fait, des pistes de solutions. Avant ça, je veux qu'on parle aussi parce que votre livre aussi expose un peu les contradictions du gouvernement actuel sur le virage vert, sur la transition écologique. D'ailleurs, dans l'intro, vous êtes assez dur. Vous remarquez rapidement dans la démarche de Dominique Champagne qu'il n'y a aucun passage clair qui exige la réduction des automobiles dans la transition écologique. Parce que je reprends aussi Yves-Marie Abraham, qui avait écrit un article dans Le Devoir. Oui, qu'on a reçu à la balado l'an dernier, d'ailleurs. Après le pacte, il avait dit que le grand problème du pacte, c'est qu'il n'y a pas le terme capitalisme. Oui. Si on ne s'attaque pas au capitalisme, c'est évident que la transition écologique ne servira pas à grand-chose. Oui, mais vous le dites. Ce n'est pas une transition écologique. C'est une transition, comme le gouvernement peut dire, une transition énergétique. Oui. Une transition verte. Avec possibilité de croissance. C'est ça qui est problématique. Et ça, Yves-Marie Abraham, on l'avait reçu pour son livre sur la décroissance. Et c'est ce que vous démontrez. C'est que, dans le fond, évidemment, il y a des bonnes intentions. Il va y avoir des impacts favorables à électrifier les transports, à faire une transition plus verte, mais qu'on reste dans le paradigme de développement économique, de nouveaux projets, même si ce sont des énergies qu'on dit vertes, et ça ne règle pas le problème. Et vous le démontrez très bien. On peut remplacer les voitures à essence par des voitures électriques, mais ça ne changera pas le problème de l'occupation de la voiture dans notre vie. Ben, le gouvernement parle surtout d'économie verte. Il ne parle pas souvent de transition écologique, oui. Presque jamais. C'est-à-dire, pour lui, c'est vraiment un problème d'économie. C'est-à-dire, on va verdir tout ce qu'on a comme économie. Oui. Puis au Québec, on a la chance, si on parle des autos électriques, on a la chance d'avoir beaucoup d'hydroélectricité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour le Québec. Puis on a aussi beaucoup de lithium. Oui. C'est-à-dire, on est peut-être capable de construire nos propres batteries d'auto électriques. Et en plus, on est capable de les faire rouler avec notre propre énergie. Pour moi, ça, c'est central. Et quand, je pense que c'est Pierre Fitzgibbon qui dit ça, ça va être le grand projet de la CAQ. Oui. C'est comme pour Bourassa en 70, en 71. Les 100 000 jobs. C'est ça, la baie James, c'est 100 000 jobs. Ça ressemble beaucoup à ça. Puis il faut remercier encore la baie James et Bourassa pour ça, parce que l'hydroélectricité est née à ce moment-là. Si on a des autos électriques, c'est à cause de ça aujourd'hui. Ouais. Mais, Olivier Ducharme, il y a un prix écologique quand même aussi. Les barrages, puis on l'a vu entre autres avec la pièce J'aime Hydro, c'est pas Walt Disney non plus, là. Non, c'est ça. Et ça, je serais plus critique encore. Là. Ça n'a pas été une bonne chose qu'on ait fait ça dans les années 70. C'est évident. En plus, toute la question amérindienne qui est reliée avec ça. Là. Mais c'est ça. Pour le gouvernement, c'est vraiment une question d'économie en premier. Oui. C'est l'économie. Ensuite, l'environnement va passer en deuxième. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de développement économique possible, on peut oublier les autos électriques.
Mais vu qu'ici au Québec, on est capable d'avoir un développement économique à cause de l'hydroélectricité, à cause du lithium, on va pousser ça le plus loin possible. Mais ce ne sera pas avec une vision, ce ne sera pas avec une visée écologique, ça va être une visée économique. Oui. Et en plus, avec la voiture électrique, qui pour moi, c'est peut-être le point central du livre, pour moi, l'auto électrique, vu que c'est vraiment un problème du futur. C'est un problème qu'on va apprendre à connaître peut-être encore dans quelques années, quand on va voir que ça n'a absolument rien changé. À part, les gaz à effet de serre vont diminuer, c'est évident, vu qu'on n'aura pas d'essence, mais rien va changer autour. Et le parc automobile va continuer à s'agrandir. La publicité automobile va continuer de jouer son rôle. Et ça va continuer, la croissance va se poursuivre jusqu'à l'infini. C'est-à-dire, pour moi, c'est là le problème de l'automobile. C'est pas un problème d'énergie, essence ou électricité, c'est vraiment un problème, c'est la machine le problème ici. Oui. Et de toute façon, vous le démontrez bien dans votre livre, c'est qu'il y a un réseau routier qu'on doit entretenir avec les voitures. Et même si les voitures polluent moins, mais s'il y a un accroissement, comme vous le démontrez, de 1% par année, forcément, ça met une pression sur le réseau routier. Il faut construire des nouvelles routes et il faut aussi entretenir celles qui sont existantes. Et ça coûte une fortune à l'État québécois. Dans le dernier budget, au mois de mars dernier, c'est vraiment le double. Le réseau routier, je pense, je chiffre ici, c'est 26 milliards. L'entretenir puis faire certaines bonifications. Puis pour le transport en commun, c'est 16 milliards. C'est 13 milliards. C'est le double pour les réseaux routiers que pour le transport en commun. C'est-à-dire, on met le double là-dedans juste pour entretenir puis faire des nouvelles routes. Puis si on fait des nouvelles routes, ça va attirer d'autres automobilistes. Oui. Là, on tombe vraiment dans la spirale ici. Et ça, vous le démontrez. Vous le démontrez, entre autres, avec les travaux de MGH Mugridge et Anthony Downs, qui sont un peu ceux qui ont démontré, preuve à l'appui, que quand on construit des routes, il y a plus de congestion. Puis ça se fait en 4 étapes. Première étape, à court terme, il y a une réduction des délais de congestion. Donc, la vitesse augmente. Et c'est ça qui est central dans cette idée-là de construire des... Tu sais, vous parlez du 3e lien, on y reviendra peut-être un peu plus tard, mais c'est quand on construit des nouvelles routes, il y a une vitesse, effectivement, du trafic en général qui s'augmente. Et là, les gens changent d'itinéraire, empruntent ces nouvelles routes-là qui supposément sont plus rapides. Et là, après ça, il y a une diminution parce qu'il y a plus de voitures. Et là, on repart dans la spirale de reconstruire des nouvelles routes éventuellement. C'est démontré, là. Oh oui, c'est ça. Quand tu améliores la capacité routière, comme ils disent, tu réduis le temps de circulation. Ça encourage les automobilistes à prendre cette route-là. Et ça va, après ça, il va y avoir de plus en plus de véhicules. L'embouteillage va revenir. On construit une nouvelle autoroute ou une nouvelle route. Ouais. C'est vraiment une spirale qui se construit. C'est le problème qu'on a là, en ce moment. Et si on fait le 3e lien, si on... De toute façon, la CAQ, j'en parle un peu dans le livre, la CAQ, pendant la dernière campagne électorale, il y avait plusieurs projets, soit il y avait élargissement de l'autoroute 50, élargissement de l'autoroute 19, élargissement ou prolongement de la 13, élargissement de la 30. Non, c'est prolongement de la 19, élargissement de la 30. L'autoroute 30 qui a été allongée il n'y a pas si longtemps, je pense que ça fait 8 ou 10 ans. Et là, on veut l'élargir. C'est ça, mais ça fait partie du problème. C'est vraiment la spirale joue ici. Mais c'est pas juste un problème ici de capacité routière, c'est que avec cette spirale-là, ça affecte tous les autres transports qu'on peut avoir dans une ville. C'est-à-dire ici, le transport en commun va être affecté par ça. Parce que s'il y a de plus en plus d'automobiles, mais le transport en commun soit perd de l'espace ou soit qu'il perd des usagers. Oui. Et s'il perd des usagers, il va y avoir moins de services. S'il y a moins de services, probablement que le prix va augmenter. Puis encore là, il y a une autre spirale qui se forme jusqu'à temps qu'il y ait du très mauvais service, comme on peut avoir à certains... On peut en avoir encore aujourd'hui. À Québec, le transport en commun n'est pas extraordinaire. Non. C'est partir de Limoilou pour aller à l'Université Laval, ça peut prendre 1 heure. Puis à Québec, vous avez une orgie d'autoroutes quand on y pense. Nous, de Montréal, quand on arrive à Québec, on regarde les autoroutes qui ceinturent la ville, puis on se dit, OK, ça paraît que le ministre des Transports a son bureau à Québec parce qu'ils sont vraiment bien desservis. Et pourtant, il y a des embouteillages aussi.
Il y a des embouteillages. Puis, si on se rapporte des années 60, les projets de construction d'autoroutes urbaines étaient beaucoup plus ambitieux que ça. Il y avait une autoroute de la Falaise, une autoroute de la rivière Saint-Charles. Tout ça n'a pas été fait. Il y avait un tunnel aussi là, pour l'autoroute du Montmorency qui allait se rendre jusqu'à la colline parlementaire. Ça, ils ont commencé à creuser, mais ils ont arrêté un moment donné. Ça va peut-être être repris par les tramways, on ne sait pas. Mais tu sais, il y avait vraiment un projet plus imposant que ça qui n'a pas été fait. On peut s'imaginer qu'est-ce que ça donnerait Québec aujourd'hui. Probablement que le Vieux-Québec aurait été touché. On aurait toute une autre ville. Mais c'est ça, Mais Olivier Ducharme, je veux qu'on parle du REM, parce que vous avez un peu abordé ça tantôt quand on parlait de l'élargissement des autoroutes, nouvelles autoroutes. Donc, ça amène d'autres voitures dans le parc automobile, ça met de la pression sur... il y a une concurrence, dans le fond, dans l'espace, entre le transport collectif, le transport automobile. Et le REM, vous avez un chapitre, en tout cas un grand passage sur le REM qui est vraiment intéressant, parce que vous allez jusqu'à dire que, dans le fond, le REM menace carrément le transport collectif. Ben, c'est une entreprise privée qui le construit. Déjà là, pour moi, il y a déjà un début de problème ici. C'est fait par une entreprise privée. C'est la Caisse des dépôts qui le finance. Via une filiale, mais ils ont une filiale qui est une entreprise privée. C'est ça. C'est-à-dire c'est la filiale qui construit le REM. C'est l'entreprise privée qui construit le REM. Et quand il va être en fonction, ben, il faut qu'il y ait un rendement de 8% par année. C'est-à-dire, quand on a un projet de transport en commun, la première chose qui est dite, c'est qu'il faut qu'il y ait 8% de rendement. Ben, je pense qu'on perd ici le point le plus important du transport en commun. C'est pas pour faire de l'argent, c'est pour déplacer des personnes au plus bas prix possible pour que tout le monde puisse en profiter. Et le REM ne servira pas à ça. Le REM va servir à des personnes qui ne restent pas au centre-ville, des personnes qui restent plus loin de la ville, qui ont déjà probablement une voiture ou deux. C'est-à-dire, ça ne changera pas. Ils vont continuer à avoir une voiture ou deux. Ils vont aller travailler probablement en ville parce que ça va peut-être être plus facile d'y aller en transport en commun ou pas. Donc, je ne vois pas vraiment ici qu'est-ce qu'il y a de commun là-dedans. Parce que dans le fond, le rendement de 8%, ce qui veut dire, c'est qu'il va falloir soit augmenter les tarifs. Et je lisais même Michel C. Auger dans son blog sur le site de Radio-Canada qui disait qu'il y a même une clause qui permet éventuellement de vendre complètement au privé le réseau, donc, et qui va faire en sorte que, puis qui va coûter de l'argent public aussi pour l'entretien, parce que je pense que c'est un PPP, c'est-à-dire que les profits sont au privé et l'entretien est au public. Évidemment, on résume là, parce que c'est un dossier qui est complexe, mais reste que de plus en plus d'observateurs se rendent compte que c'est un panier de crabes, cette histoire-là. Et là, on veut ajouter des phases. Puis dans une des phases, on veut même, on le dit dans le projet, c'est qu'on veut, dans le fond, court-circuiter la ligne orange du métro de Montréal pour les gens de Laval. Fait que c'est quand même particulier d'avoir un réseau supposément de transport collectif qui vient compétitionner un réseau de transport collectif déjà existant. Oui, mais je pense que le problème principal ici, c'est un problème de tous les grands projets, tous les grands travaux qu'on a en vue au Québec, c'est-à-dire le REM, mais aussi le tramway à Québec, le troisième lien. Pour moi, en tout cas, si tous ces projets-là amènent pas à diminuer le nombre de voitures dans les villes, si c'est pas ça l'objectif principal, c'est la visée qu'on devrait avoir quand on fait des nouveaux projets actuellement, si c'est pas ça, ben ça servira pas à grand-chose. Ça va servir à faire de l'argent, point. Pas à desservir, pas à permettre à plus de personnes de prendre des transports en commun. Ce ne sera pas ça. Ça va être encore une fois pour faire le plus d'argent possible. Donc, pour moi, c'est peut-être le point le plus important ici, c'est que chaque travaux, tous les travaux de réaménagement urbain qu'on a actuellement devraient toujours mener à une élimination de la voiture dans les villes. Bon, mais là, c'est là qu'on rentre dans le côté plus radical, sincèrement. Puis là, je ne le dis pas de façon péjorative, bien que ça peut sembler comme ça, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on est au Québec, premièrement, et de toute façon, je pense que vous le dites dans votre livre, ça concerne beaucoup... En fait, la réflexion qu'on doit avoir à réduire les voitures, c'est pour les villes. Parce qu'on ne pourra pas offrir un transport... Parce que vous dites dans votre livre que le transport devrait être considéré comme une espèce de droit inconditionnel de chacun, au même titre qu'avoir un toit, être en santé, avoir accès à l'éducation. C'est une valeur aussi qu'on a décidé de privatiser d'une certaine façon, c'est-à-dire que chacun s'arrange pour avoir un char éventuellement pour se déplacer. Mais comment on fait pour embarquer la population
dans cette idée-là de réduire le nombre de voitures? Ouais. On revient à la question de la radicalité, mais c'est... Non, mais c'est parce qu'au-delà de... On peut en discuter, puis oui, tu sais, on est tous pour la tarte aux pommes, puis on veut que la Terre aille mieux, puis mais dans les faits, la voiture est tellement inscrite dans le mode de vie. Comment une ville, puis on l'a vu avec Montréal, l'installation de pistes cyclables, comment ça fait rager les gens. Le déneigement des pistes cyclables, ça fait rager les automobilistes parce qu'ils ont l'impression que les rues sont mal déneigées. Comment on peut en arriver éventuellement à remettre la ville aux piétons et aux citoyens? Et le problème ici, c'est la structure même des villes. C'est comment que les villes sont construites en ce moment. Tu sais, c'est évident que les automobilistes vont se sentir frustrés de ça parce qu'ils ne pourront pas prendre de vitesse. Oui. Ils ne pourront pas utiliser la voiture, ils ne vont pas pouvoir utiliser ce que la voiture est faite pour faire, c'est-à-dire aller vite. Oui. C'est sûr qu'ils vont être frustrés s'ils ralentissent, s'ils sont obligés, s'ils n'ont pas de stationnement, s'ils ne peuvent pas aller où ils veulent. C'est évident qu'ils vont être frustrés. Mais en même temps, c'est depuis 50 ans, la ville leur appartient, la ville est faite pour eux, est structurée pour leur permettre d'aller vite. C'est-à-dire, c'est évident que ça ne se fera pas du jour au lendemain, ça, c'est pas hors de question, là, mais il faut c'est-à-dire qu'il faut essayer de repenser la ville pour que ça soit un lieu habitable en premier. C'est-à-dire que ça devienne vraiment un lieu pour qu'on puisse vivre, point. Pas un lieu de passage en automobile ou un lieu pour aller travailler. C'est-à-dire c'est revoir la ville pour qu'on construise plus de quartiers. C'est évident que c'est plus facile à dire qu'à faire, là, mais mais c'est pas une critique, là, parce que votre livre vous permet cette réflexion-là. Là, mais tu sais, évidemment, on lit votre livre, on est d'accord, puis là, on se dit, hey, comment on peut arriver à ça éventuellement, en tout cas, ou au moins que nos enfants le vivent. À Montréal, je le vois avec Projet Montréal, j'ai l'impression que toutes ces idées-là, de Paul Goodman, entre autres, c'est bien ça. Bon, on n'a pas parlé de Jane Jacobs, mais tu sais, il y a d'autres penseurs de la ville dans votre livre. Et on sent que Projet Montréal, entre autres, s'est inspiré de ça pour élargir les trottoirs, par exemple, pour mettre des sens uniques. On a beaucoup ri de ça avec Ferrandez, entre autres, mais c'est cette idée-là aussi de un petit peu déranger l'automobiliste. Moi, ça fait longtemps que j'ai plus de voiture, mais cet hiver, je me suis mis au vélo d'hiver parce que les infrastructures me le permettent. Fait que là, on voit, c'est là qu'on voit le côté concret de petites choses qui peuvent amener les gens à changer leur comportement. C'est ça, mais pour que ça puisse fonctionner, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait une vie de quartier dans chaque ville, il devrait y avoir plusieurs quartiers qui se forment. Ouais. Au-delà des quartiers qu'on connaît déjà, là, c'est facile. C'est comme moi, je reste dans Saint-Jean-Baptiste à Québec, je suis capable de tout faire à pied. Ça, c'est pas un problème pour moi, mais ceux qui restent à Charlebourg ou ceux qui restent à Beauport, c'est un problème. Mais si on est capable de construire des quartiers dans ces lieux-là aussi, ça veut dire qu'il y a des écoles dans chaque quartier, qu'il y a des garderies qui sont pas si loin. Des épiceries. C'est vraiment revoir le mode de vie qui va avec la ville. C'est pas juste chasser les voitures, c'est vraiment reconstruire la ville. Si on était capable au 20e siècle de déconstruire les villes pour permettre les voitures, je pense qu'au 21e, on est capable de faire le contraire. C'est-à-dire enlever les voitures puis reconstruire la ville pour en faire vraiment un lieu où tout le monde puisse vivre. Puis tu sais, s'il y a tant de gens qui s'en vont dans les villes en ce moment, je sais que c'est à cause de la pandémie un peu, mais tu sais, il y a plusieurs qui sont partis, mais s'il y avait un mode de vie plus intéressant, je pense que la plupart resteraient aussi, là, mais... c'est quelque chose qui va se faire à long terme. Je ne sais pas si ça va se faire. Je pense pas. Tant que ça, mais c'est pas grave. Écrire un essai, c'est pas la réalité, mais tu sais, c'est au moins... C'est juste lancer l'idée au moins que ça existe, puis c'est pas quelque chose de farfelu tant que ça. Il y en a d'autres qui y ont pensé avant aussi. C'est essayer de garder la chaîne vivante. Là. Bon, on va terminer avec ça parce que votre livre, à un moment donné, vous dites quelque chose d'intéressant. En fait, je pense que vous citez quelqu'un qui dit écoutez, ça a l'air être considéré comme d'avant-garde d'éliminer la voiture, mais faut juste se dire que pas de voiture dans une ville, c'était exactement ce qui était une ville avant l'arrivée de la voiture. C'est que ça a déjà existé. Fait que c'est pas si d'avant-garde, c'est pas si radical que ça quand on y pense d'une certaine façon. En tout cas, sur le plan peut-être philosophique. Donc, moi, je trouve ça intéressant parce que je pense que cette idée-là reste en nous après avoir lu votre livre. Mais c'est encore Paul Goodman qui le disait, ça. Bon, voilà. On y revient toujours. Bon, on y revient parce que c'est... juste pour terminer, mais j'ai écrit un livre sur Paul Goodman, qu'il va rester à mon ordinateur, ça, c'est pas un problème, là, mais c'est juste que ça se vendra pas, il y a personne qui veut lire ça, vraiment. Mais c'est là que j'ai décidé de prendre un chapitre qui est dans ce livre-là pour en faire un livre sur l'automobile. C'est là que j'ai eu l'idée, mais
Mais Paul Goodman, il y avait le don de nous faire croire que c'était possible, qu'il y avait quelque chose de possible dans le monde, qui n'était pas juste que dans l'esprit qu'on vit actuellement, c'est qu'il n'y a rien de possible, on ne peut pas bouger, on peut pas croire que ça puisse changer un jour. Puis Goodman permet d'aller au-delà de ça, de dire c'est vrai, c'est une proposition pratique, c'est pas une proposition utopique lancée comme ça. Mais c'est ça que Goodman m'a permis au moins de faire, mais c'est un passage important qu'on a oublié aujourd'hui. Moi, je vous invite, Olivier Ducharme, je vous invite à le publier, votre livre. Ça ne sera pas le premier livre, pas très lu au Québec, mais il reste là, il y a des gens qui le lisent, et après ça, on transmet les idées dans des balados, entre autres, puis ça fait son chemin. Puis moi, je vous invite à le... Moi, je vais le lire, en tout cas, si vous le publiez. Puis je vous remercie. J'en ai fait d'autres qui ont été de même aussi. Ça m'intéresse moins de ne pas être lu, mais je suis content de pouvoir parler au moins de décès. J'ai écouté l'entrevue aussi avec Étienne Beaulieu la semaine passée. Oui. Je suis d'accord pas avec tout ce qu'il a dit, mais ça, c'est pas grave, mais je suis content qu'au moins ils disent qu'on parle pas assez de décès, même si lui parle d'essais littéraires. Il est vraiment souligné littéraire à chaque fois. Moi, je fais plus des essais politiques, mais on en parle plus des essais politiques non plus dans les médias. Non, mais moi, je vous avoue qu'à la balado, idéalement, chaque semaine, j'essaie d'avoir quelqu'un qui a écrit un essai politique, ou en tout cas plus du côté social et politique que du côté littéraire, mais je vais m'y mettre aussi, mais moi je pense que c'est important. Puis je vous remercie vraiment de nous avoir accordé tout ce temps-là. J'invite les gens à lire votre livre, Ville contre automobile. C'est disponible chez Éco-Société. Et là, je dis aux gens, ne soyez pas rebutés parce que vous avez une voiture. Tu sais, je vais vous le dire, Olivier, je fais une confession. Moi, j'aime ça, les chars. Moi, j'aime les vieilles voitures, entre autres des voitures de collection. Je lis sur les voitures de collection, sur comment elles ont été designées, comment... Bon, j'en ai pas. J'ai pas de voiture. Mais il y a un symbole quand même qui est fort. Cela dit, lire votre livre nous permet aussi de réfléchir et de nous positionner par rapport à ça. Et vraiment, j'ai été étonné, sincèrement, parce qu'au début, je me disais, oh boy, OK, ça va être un autre crinqué qui veut nous dire que notre mode de vie, c'est de la merde. Bon, j'exagère, là, je me disais pas ça tant que ça, mais à lire votre livre, on comprend la démarche, puis on comprend que c'est la voie qu'on devrait adopter, puis qu'on espère qu'on y arrivera. Ça va être dur de mettre une date. Peut-être la pandémie, oui, il y a des gens qui sont partis, mais il y a peut-être un brassage d'idées qui va être plus possible, une espèce de terre brûlée, des idées qui va nous permettre éventuellement de repenser les choses. On va le souhaiter, mais c'est pas facile. Merci. Olivier Ducharme, salut. Alors, j'en remercie évidemment Larry Dufresne, encore une fois. Je sais que je le fais à chaque semaine. J'espère que vous vous rendez jusqu'à la toute fin de la balado pour m'entendre le remercier parce que c'est vraiment une personne extrêmement importante pour ce projet-là. Donc, merci à Larry Dufresne, au montage et à la co-réalisation. Merci évidemment à Andréane Obansawin qui me donne un coup de main pour les médias sociaux et qui me donne toujours des conseils éclairés. Je remercie les invités de la semaine, Hélène Faradji, Jérémy Valentin, Alain Saunier et Olivier Ducharme. Je vous invite à lire son livre Ville contre automobile. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Et c'est une réflexion qui reste par la suite sur notre rapport à la machine et sur notre place dans la cité. Notre place vraiment, pas seulement philosophique, mais carrément géographique et urbanistique, si on peut dire. Et voilà, je vous souhaite une belle semaine. J'espère que vous faites attention à vous. Voilà, puis merci de m'écrire, n'hésitez pas, il y en a beaucoup qui le font et ça me fait toujours plaisir parce que ça nourrit vraiment beaucoup la balado sur les orientations et sur les sujets à venir, donc voilà, faites attention à vous, on se retrouve la semaine prochaine.